bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir introduire et faire les premières parties de ce webinaire consacré à la biodiversité, à la mesure d'empreinte et plus spécifiquement à notre outil, donc le GBS qu'on développe au sein de CDC Biodiversité. Comme je le disais, donc, il y a beaucoup d'actualités sur le sujet biodiversité qu'on va essayer du coup d'interpréter, de clarifier et de vous présenter de manière structurée et puis de faire le lien avec bien sûr tout ce qui se passe et tout l'outil que nous on développe et pourquoi on pense que tout ce qu'on développe est pertinent pour répondre à tout ce cadre qui soit international ou réglementaire qui se développe et toutes vos problématiques au quotidien de pilotage de vos stratégies biodiversité. Donc voilà, bienvenue et merci à tous et à toutes. Alors, pour commencer, je vais vous présenter l'agenda de notre webinaire aujourd'hui. On commence par une introduction et l'accueil des participants en ce moment. On va direct rentrer dans le vif du sujet avec plusieurs éléments consacrés au paysage, donc au contexte, un petit peu à la fois réglementaire, des initiatives privées, internationales, voilà, tous les enjeux qui sont en cours sur les sujets de biodiversité, en particulier ceux qu'on trouve liés et pertinents dans le cadre des débats en cours sur la mesure d'empreinte biodiversité et pourquoi tout cela pourrait être utile à répondre à ce cadre-là. Donc, présenter en détail la TNFD qui va finir sa version 1 en septembre et qui a beaucoup de consultations en cours, le cadre SBTN qui est en développement, le cadre réglementaire, qu'il soit français ou européen, et bien sûr vous présenter la mesure d'empreinte biodiversité qui émerge et que nous on veut favoriser au sein de CDC Biodiversité via notre outil, le GBS. Ce qui nous permettra dans un deuxième temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc sur le GBS, soulever un peu le capot, savoir un petit peu ce que c'est, quelle est la méthodologie associée à notre outil, et comment est-ce que cela permet du coup de faire un diagnostic à l'instant T de votre situation, les principales causes d'impact, de dépendance, de risque associés à votre activité et à l'activité de manière générale d'une entreprise ou d'une institution financière. Et puis après, comme outil de pilotage et de suivi du coup de différentes trajectoires en cohérence avec bien sûr le cadre international qu'on vous présentera. Ensuite, on fera sur une partie qui présentera plus l'écosystème que nous, on est en train de développer autour de la mesure d'empreinte, avec les différents outils qui sont disponibles dessus sur le marché, les différentes méthodologies, les différentes métriques. Donc, on vous présentera un peu plus en détail. Et enfin, on se finira par une étude de cas de Elsa Beillet, que je remercie de sa présence aujourd'hui, qui sera passionnante. Donc, sans plus attendre, je vais me lancer dans cette présentation. Je vais tout d'abord me présenter un petit peu. Je m'appelle Arthur Campredon. J'ai rejoint CDC Biodiversité il y a 1 mois et demi, donc c'est assez récent. Et jusqu'alors, j'étais au ministère des Finances, au sein de la Direction générale du Trésor, pour m'occuper de finances durables, et de tous les enjeux liant finance, économie, et les sujets environnementaux, qui sont le climat et la biodiversité. J'avais donné un aspect assez fondamental à la biodiversité au sein de mon poste, au sein de la Direction générale du Trésor, de différentes raisons, puisque j'y croyais assez personnellement, et puis que l'agenda réglementaire et international s'y prêtait tout particulièrement. Donc, j'ai eu l'occasion d'être détaché 1 jour par semaine au sein de la TNFD, ce qui permettra du coup de le présenter un petit peu en détail. Je laisserai du coup Vincent faire ça. Et également d'être négociateur européen lors de la COP15 sur les cibles 14, 15 et 16, et donc la cible 15 qui concerne un petit peu tous collectivement en particulier. Donc voilà, au-delà de ça, je suivais tout le cadre réglementaire qui est en cours d'établissement, donc la taxonomie, la CSRD, et donc j'étais négociateur sur ce sujet-là, et bien sûr responsable de l'établissement du cadre français, donc le fameux 29 LEC, avec tous les aspects biodiversité consacrés. Mais avant de vous présenter tout ça, je vais peut-être vous présenter d'abord un petit peu notre structure, CDC Biodiversité, ainsi que notre équipe. CDC Biodiversité, on est une filiale de la Caisse des dépôts, qui est une très grande institution financière publique française. Nous, on a développé depuis plusieurs années, depuis 2016, notre outil méthodologique, bien sûr le GBS, qui permet de mesurer l'empreinte de biodiversité. C'est un aspect assez fort de notre activité à CDC Biodiversité, qui a demandé plus de 4 ans de développement avant son lancement en 2020. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup d'autres activités qui sont assez diverses et toujours en lien, bien sûr, avec la nature, la renaturation, etc., etc. On a toute une mission, la mission pour l'économie pour la biodiversité, qui publie qui fait beaucoup de publications. On a notamment une publication récente sur la COP15 que je vous invite à consulter, et puis d'autres publications liées, qui lient les sujets économie, finance avec les sujets biodiversité, qui essaient de réconcilier tout ça dans des papiers assez pédagogiques. On a aussi toute une partie conseil, d'accompagnement, et bien sûr toute la partie un peu sur le terrain, de renaturation des différents sites. On a des sites assez emblématiques comme la 7 ou le COSUR, et voilà, toute une partie de développement en lien avec les territoires, ce qui nous permet d'avoir une vision à la fois globale au sein de notre équipe, via le GBS, une vision très locale de comment est-ce qu'on va renaturer tel ou tel espace.
Donc, au sein de CDC Biodiversité, j'ai le plaisir de vous présenter l'équipe GBS à votre service aujourd'hui. Moi-même, qui viens de rejoindre la direction en tant que directeur adjoint, en charge de l'EGBS. Je m'appuie beaucoup sur Joshua Berger, qui est senior advisor à nos côtés et qui nous accompagne bien sûr sur tous nos projets et toutes nos idées. On a structuré du coup notre équipe en différents pôles, mais pour vous présenter très rapidement, donc, nous avons un pôle consacré à l'évaluation, donc en direct des entreprises, qui est aujourd'hui piloté par Manon Bézard, et en appui avec Amandine. Tout un pôle qui est consacré aux institutions financières plus spécifiquement. Voilà, on a différentes offres en lien notamment avec une base de données qu'on crée avec Carbon 4 Finance, mais aussi d'autres offres qu'on est en train de publier nous-mêmes au sein de CDC Biodiversité. Tout ça est piloté par Violette avec une équipe que je vous laisse découvrir sur cette slide. On a le pôle développement donc, qui est conduit par Patricia, qui est avec moi ici présente, et qui permet d'assurer un développement à la fois méthodologique et puis du code de tout notre outil, et donc tout son suivi, etc. Et enfin, je me permets aussi de présenter Elisa et Émilie, qui sont en charge respectivement du club et de la formation. Et donc, la création de tout cet écosystème, vous le verrez un peu plus tard dans la présentation. Et enfin, Joao, qui s'occupe du développement de l'aspect collectivité, puisque nous allons bientôt lancer une offre pour les collectivités territoriales, donc de mesures d'empreinte. Donc voilà pour l'aspect un peu introductif. Si on peut revenir rapidement sur Menti pour commenter très rapidement les résultats du petit sondage qu'on organise. Donc on voit assez rapidement qu'il y a beaucoup de curieux des enjeux de biodiversité, donc je vous remercie d'être là. Je pense que vous êtes au bon endroit, je l'ai déjà dit. On va présenter de manière assez pédagogique voilà, l'ensemble de l'écosystème de diversité, comment tout ça s'est structuré ces récentes années, un peu avec le momentum et le boom qu'on connaît. Et puis, bien sûr, comment tout cet écosystème conduit à nous favoriser une solution de mesure d'empreinte. Je veux aussi, bien sûr, des représentants de cabinets de conseil qui aujourd'hui nous accompagnent dans nos offres, donc je vous remercie de leur présence, et des entreprises qui soient membres de notre club, qui créent un espèce d'écosystème de l'empreinte biodiversité sur lequel on conduit des réflexions un peu structurantes sur les sujets d'actualité, par exemple les crédits biodiversité et autres, et puis tous les débats en interne et en externe qu'on peut avoir pour favoriser l'émergence d'un cadre qui puisse permettre à l'économie de s'aligner, grosso modo, petit à petit sur nos objectifs internationaux en termes de biodiversité. Donc, merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Quelques informations sur les secteurs. Pour l'instant, pas beaucoup de secteurs représentés. Je ne sais pas si vous avez eu le temps, en tout cas, de répondre à ce sondage, mais si ce n'est pas le cas, on y reviendra peut-être après dans un temps un peu plus tard dans le webinaire. Alors, sans plus attendre, on va se lancer donc dans la présentation du cadre général et du paysage, le contexte, qu'il soit réglementaire, international, sur la biodiversité et sur l'empreinte. Donc, cette partie, on va évoquer différents sujets, en essayant d'aller dans un ordre chronologique et pédagogique, en commençant bien sûr par le contexte général, qu'il soit encore une fois international, français, européen. Nous avons beaucoup de débats en ce moment sur la prise en compte, une meilleure prise en compte en tout cas de la biodiversité, qu'il s'agisse d'aspects réglementaires qui s'appliquent directement aux entreprises, mais même d'une manière générale sur la stratégie de l'État, avec la stratégie nationale de biodiversité. Enfin bref, beaucoup de débats qui avancent et sur lesquels on essaie d'avoir un outil, une présentation un peu pédagogique. Ensuite, une présentation un petit peu plus spécifique. Donc, Patricia, tu peux revenir vite fait à l'agenda, merci beaucoup, sur la TNFD et la SBTN, les deux cadres qui émergent et qui vont favoriser, donc on l'espère, une meilleure prise en compte par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient économiques, publics, privés, etc., des sujets de biodiversité. La méthodologie, donc j'ai déjà dit, l'alignement, le club, dont j'ai déjà parlé, les différentes formations qui sont proposées sur, en particulier, la méthodologie d'empreinte, de calcul d'empreinte, donc le GBS, et plus généralement sur tout le panel des sujets de biodiversité, et enfin donc l'étude de cas. Et donc pour revenir rapidement en premier lieu sur pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sujet de biodiversité. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au sujet de biodiversité? Puisqu'on a constaté, donc c'est très illustré par le monde académique, et depuis de récentes années, en plus par le monde bénéfique, le monde politique, on fait face à une perte massive de biodiversité et une perte massive donc d'intégrité écologique. Comme vous pouvez le voir, on vous a présenté quelques schémas qui représentent ça, donc qui sont exprimés dans la métrique qu'on utilise nous, donc la Mean Species Abundance, qu'on vous présentera un petit peu plus en détail plus loin dans le webinaire, mais qui permet d'évaluer donc l'intégrité des écosystèmes et qui permet donc d'avoir une vision niveau monde du niveau de biodiversité actuelle et puis des différentes projections.
comme vous pouvez le voir, donc on se dirige pour l'instant pas dans la bonne direction. On verra si, et ce que je vous présenterai un petit peu dans un second temps, l'accord international COP15 permettra de réaligner nos sociétés, nos économies, nos politiques publiques sur ces trajectoires de fin du coup de perte nette, puis de gain en biodiversité à partir de 2030. En tout cas, c'est ce qu'on espère et ce qu'on appelle de nos voeux. Mais voilà, en fait, on a un certain constat qu'on partage. De plus en plus, on parle de cette 6e extinction de masse, on parle des causes, la cause principale due à l'homme. C'est illustré de plus en plus dans les médias, on a de plus en plus de dossiers dans la presse assez généraliste même, qui vient du coup se saisir de ces sujets. Et nous, on vient, et ça participe, en tout cas, on s'en félicite, de cette prise en compte et cette considération des sujets de biodiversité par le monde économique, puisque dans nos économies de marché, le monde économique a une place très, très, très structurante. Et donc, on essaie de vraiment faire valoir, et notre outil de mesure d'empreinte s'inscrit complètement dans cette logique. Alors, ce constat donc, que j'ai commencé à illustrer, cette perte massive de biodiversité, comment on transpose, entre guillemets, ce constat en modèle d'action pour tout le monde, collectif? Eh bien, différents acteurs, et l'IPBES, dont vous avez tourné en parler, le GIEC de la biodiversité, a illustré tout cela, notamment en transposant donc, ce constat de perte de biodiversité en différents facteurs de pression, les principales pressions sur la biodiversité. Donc, vous pouvez le voir en bas, ils sont listés, donc le changement du gel des terres et des mers, l'exploitation ou la surexploitation plus précisément des ressources, le changement climatique, qui est une cause assez importante, les différentes sources de pollution et bien sûr les espèces invasives. Donc tout cela, comme vous pouvez le voir, c'est un schéma assez parlant donc, qui a été développé par SBTN, qui permet de voir comment est-ce que des facteurs indirects, donc, qui sont causés donc, par l'activité humaine, exercent des pressions sur la biodiversité et comment est-ce que ces différents postes sont représentés au sein de chaque facteur, le tout pour essayer d'avoir une prise de conscience générale de notre activité économique et autres a de l'impact sur la biodiversité. Et nous, on a développé une méthodologie pour aller identifier quelles sont ces principales sources d'impact, ces principales sources de pression, et développer donc collectivement, entre guillemets, des plans d'action pour pouvoir y répondre. Donc tout cela, ce constat à la fois du coup du monde académique qui illustre de plus en plus cette perte de biodiversité et puis ces réponses qui commencent à émerger au sein de l'IPBES et au sein des différents acteurs internationaux, ont conduit en particulier, je pense que ça a été des facteurs assez structurants, à un accord très ambitieux, donc l'accord qui a créé donc, le Global Biodiversity Framework, donc, qui est donc, le cadre mondial pour la biodiversité, qui a été adopté lors de la COP15, donc arraché le 19 décembre au plus tard de la nuit, vers 5 heures du matin, pour accoucher d'un cadre qui nous permettra collectivement, en tout cas je l'espère, d'avoir une feuille de route voilà, donc à 2030 et à 2050, et d'avoir des actions concrètes qui permettent du coup de revenir et de réduire la pression sur la biodiversité pour arriver à une situation de plus de perte nette à partir de jusqu'à 2030 et à partir de 2030 revenir sur des gains en biodiversité. Le cadre, pour vous présenter très rapidement, donc, il est assez bien structuré. Vous avez 4 objectifs qui structurent nos grandes trajectoires à 2050, ce vers quoi on veut converger, au même titre que la COP21 pour le climat. On a bien sûr la biodiversité qui est un sujet beaucoup plus complexe, donc il a dû être illustré de manière un petit peu plus précise, mais néanmoins, donc on a vraiment ce cadre qui nous donne une direction, qui nous donne une trajectoire, qui nous donne un objectif à 2050 avec 4 objectifs, dont le premier, qui est un des objectifs les plus structurants, qui bien sûr parle donc vraiment de biodiversité, des différents écosystèmes, et comment est-ce qu'on va aller donc, enjeu et pression par pression, décliner une vraie stratégie d'alignement petit à petit sur jusqu'à 2030 via des cibles, et après à 2050 via une trajectoire plus long terme pour réduire notre impact sur la biodiversité. Comme vous pouvez le voir, donc, ces 4 objectifs sont illustrés et sont ensuite du coup, précisés par des cibles. On vous a donné quelques précisions un petit peu là dans la slide, à comprendre que vraiment l'objectif A et ses 8 cibles sont vraiment hyper structurantes, puisqu'elles donnent vraiment ce cap en termes de protection, de préservation et de restauration de la biodiversité sur chacune des pressions identifiées. Vous avez par exemple la cible 7 qui parle de pollution, la cible 8 qui parle de changement climatique, et en fait tout ça est assez bien divisé et assez bien structuré. Un élément aussi bien sûr à noter, qui donc la cible 15 qui appartient à l'objectif D, l'objectif D qui est bien sûr ce qui a un peu fait défaut au cadre d'Aichi qui a été développé à partir de 2010, qui est du coup tout l'aspect mise en œuvre, suivi et monitoring vraiment de la mise en œuvre par les États, donc les États partis à la COP, qui sont 196 membres, donc la quasi-totalité des États au niveau mondial, hormis les États-Unis,
c'est à noter, qui permet du coup de mettre en œuvre vraiment cet outil de suivi et cet outil un petit peu plus concret, au-delà de se dire et de se donner des grands objectifs, comment est-ce qu'en termes de ressources financières, en termes de suivi, en termes d'indicateurs, on va pouvoir suivre cette mise en œuvre par tout le monde, à la fois au niveau des États, mais bien sûr un petit peu au niveau plus granulaire, des entreprises, des collectivités, de toutes les parties prenantes un peu de la biodiversité, comment on va suivre tout ça. Et bien sûr, la cible 15, qui est très structurante pour notre activité et d'une manière générale pour le monde économique, qui est assez inédite, que je vais vous présenter dans une prochaine slide. Alors, je voulais m'attarder sur la cible 15 pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'elle m'est très personnelle, puisque j'étais le négociateur européen sur ce sujet lors de la COP. Et puisqu'on le croit vraiment très fortement ici à CDC Biodiversité d'une manière générale, que ça peut être un facteur assez structurel de changement, en poussant et en obligeant, donc cette cible oblige les États parties, donc l'ensemble des signataires de l'accord, de mettre en œuvre d'ici 2030 un cadre juridiquement contraignant qui oblige donc les grandes entreprises et institutions financières, ainsi que les entreprises et institutions financières qui sont actives à l'international, à publier leurs risques, leur impact et leur dépendance sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et tout cela avec un objectif de réduction de l'impact négatif sur la biodiversité et d'augmentation de l'impact positif. Et en fait, là, on retrouve vraiment les deux aspects que nous, on pousse donc à CDC Biodiversité, avoir un diagnostic complet et précis, quantifié sur quelle est la situation actuelle de l'entreprise ou de l'institution financière, quels sont les principaux postes de pression, les principaux postes d'impact ou de dépendance, et ensuite permettre, grâce à cela, de piloter toute une stratégie de réduction des impacts négatifs et d'augmentation des impacts positifs. Ce que je sais, c'est que nous, au niveau européen, et je déclinerai ça plus tard, on a déjà un cadre qui commence à émerger, qui est bien sûr le cadre de la CSRD, avec le standard ESRS 4 qui est spécifique à la biodiversité et des écosystèmes. Mais partout dans le monde, vous avez des initiatives, en tout cas, on commence à le voir le jour, et on a été contacté, en tout cas jusqu'à il y a 1 mois et demi, au Trésor par différents États pour avoir quelques informations sur quel type de cadre réglementaire mettre en place, quel type d'obligations sur quel type d'entreprise, dans différentes parties du monde, et on s'en félicite. Il y a beaucoup d'ONG qui sont très actives sur ce sujet, qui ont été très actives notamment dans la COP. Je pense à Business for Nature, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui est une ONG assez active sur les aspects reporting extra-financiers et qui va accompagner un certain nombre d'États dans la mise en œuvre de ces exigences de reporting. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment ces deux aspects-là qui sont structurants, qui sont très liés à notre outil, donc au GBS, qui permet donc de mesurer et donc d'avoir cette vision-là qui permet d'avoir cette trajectoire de réduction d'empreinte. Alors voilà pour le cadre international. Pour nous, c'est assez structurant puisque ce cadre légitime toute l'action et tous les développements méthodologiques et sur la mesure d'empreinte qu'on a petit à petit mis en œuvre et qui sont donc illustrés dans un graphique que vous pouvez voir sous vos yeux, qui permet donc, grâce à notre métrique, qui vous sera encore une fois présentée un peu plus tard, mais qui vraiment, pour rappel, représente l'intégrité des écosystèmes. Donc, on parle vraiment au niveau de l'écosystème et qui permet donc d'avoir une visibilité sur l'atteinte de l'objectif A, qui vraiment est lié à cette intégrité, à cette connectivité résilience de tous les écosystèmes. Comme vous pouvez le voir, vous avez un scénario qui est assez pessimiste à ce stade, mais qui représente en gros le business as usual, donc la courbe de référence de comment est-ce que, sans changement conséquent dans notre modèle économique, dans notre modèle de société, vers quoi on se dirigerait, donc cette perte qui a été illustrée, qui continue de biodiversité. Et donc, ce scénario que nous, on commence à dessiner, donc en lien, bien sûr, avec les autorités internationales, les autorités françaises et européennes, sur comment est-ce qu'on va dessiner une trajectoire qui puisse être compatible avec cette COP, avec le GBF et avec, d'une manière générale, cet objectif A. Tout cela, donc, on voit que malheureusement, malgré tous nos efforts au niveau européen, l'objectif A n'est pas quantifié, mais il donne quand même une feuille de route qui parle de no net loss, puis de gain en biodiversité, donc à partir de 2030. Et on voit bien sûr cette courbe, comme vous pouvez le voir, qui remonte petit à petit à partir de 2030, tel qu'un scénario projeté de respect, bien entendu, du cadre international. Alors, dans tout ce cadre que je viens de vous présenter, ce cadre international qui va, en tout cas, on croit beaucoup, enclencher de nombreux changements au sein des différents États. Vous avez, par exemple, au niveau français, jusqu'avant que je parle de la Direction générale du Trésor, on était en train de plancher sur une stratégie nationale de biodiversité qui mettait en œuvre concrètement tout cet accord et tous ces aspects. Et donc maintenant, vous allez avoir, et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on croit, on a vraiment la conviction que pour répondre à tous ces objectifs, pour répondre au cadre international, pour répondre à un certain nombre de pressions, qu'il s'agisse des investisseurs, de cadres réglementaires, etc.,
l'outil de mesure d'empreinte est le plus pertinent. Je vous ai divisé, donc la slide est assez parlante, je vous ai présenté assez rapidement. Ça vous permet dans un premier temps, comme je le disais, d'avoir un diagnostic précis et quantifié et de cartographier vraiment vos postes de pression principaux. Où est-ce que vous allez avoir, du coup, sur l'ensemble de vos chaînes de valeur, et ça c'est important, notre outil permet cela, une visibilité des principaux postes d'impact qui permet du coup d'avoir un diagnostic à l'année N et puis à l'année N+1, et etc., d'avoir une vraie visibilité sur vos trajectoires et vos projections. Ça permet d'identifier des actions prioritaires et de bien avoir cette visibilité pour bien prioriser vos actions, pour avoir du coup des gains potentiels vraiment, vraiment conséquents et d'éviter d'avoir une stratégie parcellaire et qui se concentre sur certains aspects sans avoir une approche et une vision globale de l'impact sur la biodiversité de l'entreprise, d'institution financière, collectivité ou autre. Donc tout cela permet, on espère en tout cas, et c'est ce qu'on croit beaucoup, de définir donc, des trajectoires qui seront le cas échéant respectées. Donc, définir des objectifs quantifiés avec un rétro-planning, voilà, avec un pied d'atterrissage à 2030-2050, et puis tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, où est-ce que vous devez être, selon quel poste, etc. Donc, un vrai pilotage précis et granulaire. Et ensuite, bien sûr, et ça c'est important, avoir un vrai monitoring de votre trajectoire, de pouvoir communiquer sur cette base, que ce soit du coup solide scientifiquement, robuste, objectivable, parce que chiffré et quantifié, et que tout cela puisse participer, grosso modo, d'une valorisation globale de votre action, de votre trajectoire au niveau entreprise et au niveau institution financière sur nos grands objectifs de biodiversité. Sur la slide suivante, quelques illustrations de cet intérêt. Il y en a quelques-uns que j'ai commencé à présenter, mais vraiment avoir cette identification aussi d'un point de vue risque, au-delà des impacts, et d'avoir des vraies dépendances à certains services écosystémiques pour avoir une visibilité de voilà, où est-ce que sont mes gros postes de risque à long terme. C'est de réconcilier ces horizons de risque court terme et risque long terme. Je crois vraiment que le risque biodiversité pourrait être un risque qui doit être pris en considération dans l'activité et dans le pilotage des entreprises. Bien sûr, l'adaptation des opérations à court terme et à moyen terme, ça c'est vraiment important. Et d'une manière générale, la mesure d'empreinte, au-delà de tous ces objectifs, permet en interne, et ça c'est important puisque c'est une grosse partie du coup des analyses que nous on conduit côté CDC en lien avec les entreprises, d'avoir une vraie cartographie des données. Où est-ce que sont vos données? Comment avoir une donnée de qualité? Comment améliorer cette donnée pour avoir encore une fois un pilotage vraiment granulaire de on peut le prendre de l'exemple du bilan carbone, mais avoir vraiment un peu tous ces éléments à votre disposition pour piloter correctement avec des chiffres et donc des volumes d'eau utilisés, etc., sur toutes les différentes pressions de la biodiversité, sur voilà, une panoplie complète de votre activité. Il y a aussi ces aspects valorisation, donc de positionnement sur une structure pionnière. On croit vraiment, au même titre que le bilan carbone, que le bilan de biodiversité aura à terme, en tout cas on l'espère, cette utilité et cette place dans le cadre. On pense vraiment que le bilan carbone a fait et commence à faire ses preuves. Le bilan biodiversité s'inscrira complètement dans cette route et dans cette trajectoire. Et tout cela, bien sûr, dans un cadre réglementaire qui devient de plus en plus poussé, avec aussi également une pression des investisseurs, ce que je vais vous présenter après, qui donc, force et donc, encourage les entreprises à avoir une visibilité sur vos impacts, vos dépendances, et les publier donc, pour créer cet écosystème de données permettant du coup aux politiques publiques, aux investisseurs, à tout le monde, d'orienter petit à petit les flux financiers vers des acteurs qui sont les mieux-disants en termes de biodiversité. Ça, c'est grosso modo notre outil, donc, qui sera présenté vraiment plus en détail dans une prochaine partie. Pour vous présenter un peu en détail quand même aussi également le cadre réglementaire, puisque déjà de 1, c'était mon métier jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis je pense, et on estime donc assez fortement ici à CDC Biodiversité, que ça a un enjeu hyper fort pour toutes les entreprises, de bien comprendre quelles sont les différentes réglementations, de comment y répondre de manière ambitieuse et pragmatique, et d'avoir, au-delà du coup d'un exercice de reporting qui puisse être intéressant en soi, mais utiliser au mieux ces réglementations comme un outil de pilotage et d'accompagnement et de suivi de nos grands objectifs et environnementaux, et donc en particulier biodiversité. Très rapidement, donc, au niveau européen, vous avez donc, depuis 2018 un cadre réglementaire qui favorise l'alignement des flux financiers sur les objectifs environnementaux qui se met en œuvre avec donc, la pièce maîtresse de ce cadre réglementaire, bien sûr la taxonomie, qui fait une classification des activités durables sur le plan environnemental, en fonction donc, de tout un tas d'activités, tout un tas de critères que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui sont importants à prendre en compte, puisque vous avez assez récemment une publication de la Commission européenne d'un acte délégué précis sur l'objectif de biodiversité et d'écosystème, avec des activités qui contribuent substantiellement, donc,
selon les termes de la taxonomie, à l'objectif de biodiversité. Et vous avez bien sûr une prise en compte de la biodiversité donc, au titre des autres objectifs environnementaux en critères donc, DNSH, c'est-à-dire des critères ne pas nuire. C'est-à-dire que vous avez une activité qui contribue donc, à l'atténuation climatique. On veut être sûr, par la même occasion, que cette activité n'ait pas de conséquences négatives sur les écosystèmes, sur la biodiversité. C'est pour ça qu'on met des critères dans chaque activité. Et donc tout cela est mis en œuvre donc, petit à petit depuis 2022. Cette année, donc en 2023, on a eu les premiers reportings d'alignement. Donc on se félicite vachement de ça, puisqu'on voit un petit peu cette classification comme une opportunité de venir définir, pareil, de manière objectivable et quantifier, le cas échéant, quelles activités peuvent être durables sur le plan environnemental. On a aussi ces sujets sur le terme biodiversité, voilà, en lien avec les débats actuels sur la nature positive, etc. etc. Au-delà de cette taxonomie, vous avez, j'en ai commencé à en parler, la CSRD, qui a pour objectif de vraiment créer cet écosystème de données fiables, quantifiables et comparables sur tous les sujets environnementaux et sociaux. C'est l'actualité brûlante puisque la Commission européenne a publié vendredi soir son acte délégué sur les différents standards spécifiques, c'est-à-dire vous avez des standards qui sont déclinés par objectif environnemental et social, et donc vous avez le standard qu'on appelle un peu par barbarisme ESRS E4, désolé pour ça, qui est spécifique à la biodiversité et aux écosystèmes et qui reprend donc tout un tas d'indicateurs qui sont, on le croit, assez pertinents. En petite première réaction à chaud là-dessus, nous on croit à CDC Biodiversité qu'en tout cas il y a eu une petite perte entre les propositions donc, de l'EFRAG, qui est donc l'organisme expert sur la comptabilité financière et extra-financière de la Commission européenne, et par rapport à la proposition de la Commission. Donc c'est pour ça que nous on aimerait, et c'est ce qu'on va proposer, je pense, d'une manière générale, revenir à l'état initial de la proposition de l'EFRAG sur les sujets de biodiversité. En tout cas, on a gardé tout un tas d'indicateurs sur lesquels notre outil, donc le GBS, est très pertinent, donc tous les calculs d'impact, de dépendance. Tout cela est bien sûr extrêmement pertinent. Et vous avez donc aussi toute une réglementation qui s'applique en direct aux institutions financières avec un cadre européen, donc le fameux règlement SFDR ou règlement Disclosure, qui est lui un petit peu plus ancien et qui donc, prend en compte les sujets de biodiversité, notamment avec son aspect PAI. Donc c'est grosso modo, quand vous avez votre matérialité, tout l'aspect impact sur les sujets de biodiversité, avec des indicateurs précis à publier donc, au niveau de l'entité d'institution financière et peut-être dans d'autres temps au niveau du fonds d'investissement. On a décidé, pardon, c'est mon ancienne casquette, la France avait décidé à ce moment-là de, entre guillemets, surtransposer SFDR en déclinant donc l'article 29 de la loi énergie-climat et donc son décret d'application qui avait été préparé au sein de la direction générale du Trésor et sur lequel on avait donc pris de l'avance, décidé de prendre de l'avance sur le sujet de biodiversité puisqu'on avait donc défini tout un cadre réglementaire qui s'appliquait avec tout un tas d'indicateurs à publier, qu'il s'agisse de l'aspect donc trajectoire d'alignement des investissements et de la structure donc, d'institutions financières sur nos grands objectifs de biodiversité, tels que définis depuis 1992 à la Convention de Rio, et puis jusqu'à aujourd'hui avec le GBF. Et pareil, avec l'aspect risque, impact et dépendance, toute une publication, avec le cas échéant, et c'est marqué dans le décret, une référence à l'outil de mesure d'empreinte. Et donc là-dessus, une référence, le cas échéant, au GBS, qui peut être tout à fait pertinent. Donc tout ça est un cadre réglementaire qui se vient de plus en plus pressant, de plus en plus réel et matériel pour l'ensemble des institutions financières et des entreprises. Et dans ce cadre-là, nous, on croit vraiment que la mesure d'empreinte est l'outil le plus adapté pour répondre de manière ambitieuse, quantifiée à toutes ces réglementations et d'avoir une structure cohérente et globale au niveau d'entreprise pour avoir cette vision diagnostique, trajectoire, qui puisse être vraiment cohérente au niveau de l'entité. Au-delà donc, de cette réglementation donc, sur laquelle n'hésitez pas si vous avez des questions, je pense que je suis au bon endroit. On peut continuer sur la slide suivante. Merci beaucoup, Patricia. Avec donc un autre tour sur, donc, le Menti. Si vous avez eu voilà, donc on reprend un petit peu la structure. Alors, je vais juste augmenter un petit peu parce que je ne vois pas grand-chose. Je suis un peu aveugle. Alors, donc on peut voir qu'il y a beaucoup de secteurs représentés. Donc ça, on s'en félicite, puisque la biodiversité, donc, comme vous le savez, donc, impacte l'ensemble des secteurs de l'économie. Et vraiment, il n'y a aucune exception quasiment. Donc on est très content d'avoir représentant de chacun et chacune des secteurs. Voilà, donc je pense que c'est important qu'on ait cette visibilité pour nous, ce qui nous conforte dans notre idée d'avoir cette approche globale et intersectorielle pour avoir une réponse au sein donc, de notre outil à l'ensemble des problématiques que vous êtes confrontés avec le développement, donc depuis maintenant 2016, des différents facteurs d'impact
qui correspondent à chacun des secteurs, avec des spécificités, bien sûr, hein, sur chacun des secteurs, puisque, bien sûr, même si vous avez une généralité de la mesure d'empreinte, vous avez des spécificités et des options un petit peu qui peuvent varier en fonction des secteurs. Et là-dessus, c'est important d'avoir cette vision un petit peu complète et d'avoir ce spectre complètement large de l'économie. Si on peut revenir à la suite de la présentation. Magnifique. Et donc là-dessus, on vous a posé la question sur l'entreprise que vous représentez. Donc, c'est des informations qui nous sont super utiles pour des questions de confidentialité. On ne va pas les révéler aujourd'hui en direct sur le webinaire. Et donc, merci à celles et ceux qui peuvent bien entendu répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors, sur les outils d'empreinte et de mesure de biodiversité, on vous pose une question pour savoir quel est votre niveau de compréhension globale du sujet, donc biodiversité et plus spécifiquement du sujet mesure d'empreinte, puisque comme vous le savez, donc nous on développe le GBS, hein, c'est important, mais il y a d'autres acteurs qui développent des outils qui sont parallèles, qui peuvent représenter un petit peu les mêmes types de mesures. Vous avez bien sûr les mesures d'intégrité, mais qui peuvent être aussi différents. Spécifiquement liés à des espèces, spécifiquement liés à la dépendance, spécifiquement liés à certains sujets spécifiques de biodiversité. En tout cas, ravi qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent le GBS. Et on est là pour celles et ceux qui n'en connaissent aucun, pour justement avoir un petit peu et vous présenter une vision un petit peu plus précise de tout cet écosystème qui se développe et qui, un peu comme dans les années 2000-2010 avec la mesure. Pardon pour cette interruption. Donc, je reprends le fil. On est vraiment dans ce moment où l'ensemble de l'écosystème de mesures d'empreinte biodiversité est en train de se structurer et va voir émerger, je pense, à terme, donc une méthodologie avec différents aspects, puisque au contraire du bilan carbone, le bilan biodiversité est quelque chose qui est quand même beaucoup plus transverse, plus large, avec différentes interprétations à ce stade. Nous, on pense vraiment que l'angle de l'intégrité des écosystèmes qu'on a choisi au sein du GBS avec la MSA est le bon, mais voilà, on suit bien entendu tous les développements méthodologiques et des différentes métriques développées au sein de la communauté internationale. Ce schéma, alors, il n'est pas hyper facile à comprendre, mais ce que vous pouvez voir, c'est que assez rapidement, le GBS, qui est donc encadré dans un petit encadré rouge, utilise la métrique MSA, qui vous sera présentée plus tard. Que vous pouvez voir, il y a différents indicateurs qui répondent à différents types d'utilisation pour les entreprises. Nous, on est vraiment sur l'évaluation, avec des données externes et internes de l'empreinte biodiversité, en même temps qu'une comptabilité de la biodiversité pour un reporting externe qui puisse être audité. On est vraiment sur les deux. Mais vous avez également d'autres outils qui se développent, qui vous sont présentés dans cette slide, avec différentes métriques associées. Ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment différentes métriques qui représentent différents aspects de la biodiversité. Encore une fois, je me permets de le répéter, nous, c'est l'intégrité des écosystèmes, mais vous avez d'autres métriques qui représentent plus des niveaux consacrés aux différentes espèces, etc., des indicateurs qui peuvent être différents, qui peuvent représenter un petit peu d'autres choses. Et vous avez tout ce panel d'acteurs qui participent, en tout cas, nous, on s'en félicite, du mainstreaming, de la diffusion, de la mesure d'empreinte du milieu général et de son utilité pour le pilotage d'entreprise, le pilotage de la stratégie biodiversité, en même temps qu'une réponse à des différents reportings. Alors, une évaluation avec le GBS, qui est notre outil de mesure d'empreinte, permet, donc, ce que je l'ai dit, de répondre et d'anticiper les reportings. Comment tout cela va être grosso modo structuré? Tout cela vous sera bien sûr présenté de manière beaucoup plus détaillée dans la prochaine partie de la présentation. Mais comme ça, vous avez une vision un petit peu globale sur à la fois le GBS et puis le lien avec le cadre européen et international. Donc, vous avez cette évaluation d'empreinte biodiversité que nous propose le GBS, avec bien sûr des données d'entrée qu'on va collecter en direct auprès de l'entreprise, avec toute une étape qui est vraiment très structurante d'échange, d'identification, de cartographie des données, de hiérarchisation et bien sûr de priorisation, avec, en dépendant grosso modo de la qualité de la donnée, différentes étapes pour, in fine, pouvoir avoir un score donc en MSA et qui représente bien sûr l'intégrité des écosystèmes. Tout cela répond
au cadre réglementaire tel que j'ai présenté. Bien sûr, vous trouvez le SRSE 4, mais vous retrouvez aussi des initiatives qui ne sont pas vraiment réglementaires, mais qui participent quand même de cette diffusion et du mainstreaming du sujet biodiversité. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été détaché au sein de la TNFD, qui établit donc un cadre international sur le reporting biodiversité, la prise en compte et la publication des différentes données s'agissant de l'impact et des risques. Attention, c'est quand même très différent de la TCFD, même si les acronymes sont très similaires, puisque là, on vient avoir une approche en double matérialité. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux risques que le changement climatique vient faire peser aux entreprises, mais bien sûr aux impacts que l'entreprise aussi peut avoir sur son écosystème, etc. etc. Et donc là-dessus, tout ça vous sera présenté par Vincent, mais vous avez ce cadre qui est en train de développement. Vous avez une consultation sur la V04, qui est une version un petit peu préalable de la version 1 qui sera publiée en septembre. Et tout cela est alimenté, bien entendu, par nos retours. On est en lien en direct avec eux pour faire valoir nos idées, nos contributions et notre vision des sujets biodiversité dans ce cadre de reporting TNFD. Vous avez le sujet GRI, qui est une initiative aussi internationale, qui permet aussi de structurer ces reportings. Et vous avez bien sûr le cadre SBTN, qui est en cours de développement. Vous avez peut-être noté une consultation assez récente, une publication assez récente du Science Based Network sur, en particulier, l'étape 1 et l'étape 2, ainsi qu'une partie de l'étape 3, sur le land use et tout ce qui est aquatique. Tout cela pour vous présenter que le GBS s'inscrit parfaitement dans tout cet écosystème, qui soit, encore une fois, international avec la COP 15, etc., le cadre réglementaire, et puis toutes ces initiatives privées qui sont intéressantes, qui participent de la diffusion et du mainstreaming de ces sujets et de la visibilité, de la mesure d'empreinte dans tout cet écosystème. Alors, pour vous présenter quand même, avant de rentrer en détail sur les détails méthodologiques que je vais laisser les experts détailler sur le GBS, présenter quand même un petit peu comment est-ce que nous, on s'est structuré, comment on a structuré l'écosystème autour du GBS et comment est-ce que tout cela est en cours de développement. Donc, vous avez donc CDC, j'ai déjà dit, on a développé depuis 2016 notre outil, le GBS. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est encore en phase de développement puisqu'on est en train de structurer une offre pour les collectivités territoriales, puisqu'on était quand même assez concentré jusqu'alors sur les entreprises et institutions financières. Mais au regard quand même, par exemple en France, c'est assez parlant, au regard de la place des dépenses publiques dans l'économie de manière générale et de la place des collectivités et en particulier du lien avec le fait que la biodiversité soit une problématique locale, l'intérêt, donc, pour toutes les collectivités, de faire valoir, au même titre qu'elles font un bilan carbone, une solution de mesure d'empreinte. Donc, on est en train de développer une méthodologie qui est quand même largement basée et quasiment identique à ce qu'on fait pour les entreprises et institutions financières, mais avec quelques ajustements pour prendre en compte les spécificités des collectivités locales. Donc, pour rappel, on a vraiment cette structure avec entreprise d'un côté et investisseurs de l'autre, qui est quand même assez différente, puisque côté investisseur, vous allez avoir une visibilité sur toutes les contreparties, donc ça demande un travail beaucoup plus, qui est d'une nature quand même assez différente, avec un aspect beaucoup plus granulaire pour l'instant pour l'entreprise, mais quand même un aspect beaucoup plus large et une utilité complètement vraisemblable pour le fait d'avoir, pour chaque contrepartie du portefeuille, une valeur, donc encore une fois en MSA, qui permet d'avoir une vision consolidée au niveau du fonds d'investissement, au niveau du portefeuille d'investissement. Alors, tout cela, on essaie de structurer aussi tout un écosystème, donc bien sûr avec un lien assez fort avec le monde académique, c'est important, puisque comme j'ai présenté au début, on est encore dans cette phase où on a beaucoup de recherches et beaucoup de progrès encore à faire sur notre compréhension. Par exemple, on ne connaît que 2 des 10 millions d'espèces existantes au niveau international, on a encore beaucoup de progrès à faire sur les espèces invasives. Bref, on est très en lien avec le monde académique on a même une thèse au sein de CDC Biodiversité en cours, permet, en fait, du coup, via le développement académique, de nous, côté méthodologie, de faire les méthodologies et les développements méthodologiques en parallèle de cela, et de contribuer et que ce soit ces deux aspects soient des vases communicants. On a bien sûr tout un aspect qui vous sera présenté après, plus tard, avec le club d'assesseurs et de consultants qui sont formés au GBS et qui viennent en lien avec nous, bien entendu, ou pas, en indépendance, faire des évaluations de biodiversité. Et donc, on a aussi tout l'aspect finance avec notre base de données BIA GBS, encore une fois, j'ai déjà dit, en lien avec Carbon Finance.
Voilà, et bien sûr une solution qu'on est en train de développer qui permettra donc aux utilisateurs qui souhaitent utiliser le GPS en interne de pouvoir se certifier avec un système d'audit qu'on est en train de structurer, auditer et assurer la qualité de la mesure d'empreinte telle que nous on imagine au sein de CNSM Université. Ça, c'est un petit rappel. Voilà, grosso modo, comment c'est structuré. Institution financière, entreprise, collectivité locale, et ça, donc, actifs non listés. Donc, ça, c'est, comme j'ai dit, le private equity, donc, qui est donc, une solution cas par cas, pour l'instant, avec les actifs listés, donc, partenariat avec avocats de finance, les BFA, donc les évaluations en direct, et bien sûr, les collectivités locales. Merci beaucoup Arthur du coup, pour cette, ce premier portrait du paysage de reporting biodiversité. Et donc là, on va prendre quelques questions que vous avez pu poser via Mentimeter. Donc pour rappel, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans le chat pour poser vos questions. On les traitera au fil de l'eau. Et du coup, une première question sur la quantification. Est-ce qu'il existe une quantification en pourcentage des principaux contributeurs de la perte en biodiversité? Alors, c'est une donnée qui est disponible dans le GBS, donc en répartition de pourcentage entre les différentes pressions sur la biodiversité, mais qu'on n'a pas encore publié dans un document officiel, mais qu'il est possible d'avoir via l'outil. Et sinon, pour indication, également dans les rapports issus de l'IPBES, notamment l'évaluation de l'état de la biodiversité en 2019, dans les annexes, donc il y a des indications sur la répartition entre différentes pressions selon différents indicateurs dans la MSA, mais pas uniquement. Donc, pour plus d'informations, vous avez des informations là-dedans. Et j'ai oublié de me présenter. Du coup, je suis Patricia Zange, responsable de l'équipe développement au sein de CDC Biodiversité. Et du coup, je suis en support sur ce webinaire aujourd'hui avec vous et pour répondre également à quelques questions. Et du coup, autre question. Je vais prendre la question suivante. Après, je vais laisser la main à Arthur sur la question sur l'ESRS. Juste, oui, la présentation vous sera transmise du coup dans les prochains jours suivant le webinaire. Et il y aura également un enregistrement disponible sur nos réseaux. Et du coup, donc il y a une question sur la perte d'indicateurs entre la nouvelle publication des normes ESRS et la publication initiale. Quels sont les indicateurs en moins? Alors, juste pour vous prévenir que c'est encore un petit peu à chaud, puisque la publication est quand même assez récente. Mais alors, ce que j'ai noté, c'est que par rapport donc, à la version donc, précédente publiée par les FRAG, vous avez donc sur les sujets de biodiversité une analyse de matérialité à faire qui correspond du coup aux standards environnementaux autres que climatiques. Donc, vous avez les standards climatiques obligatoires, quel que soit le niveau de matérialité, mais vous avez donc un changement pour les autres standards environnementaux, y compris biodiversité, avec une analyse obligatoire de matérialité. Vous avez aussi quelques exceptions et un phasing in un peu différent sur certains indicateurs pour les entreprises de moins de 750 salariés. Et s'agissant plus précisément des indicateurs, on a noté notamment quelques pertes au niveau du plan de transition, au niveau de la trajectoire, tel qu'il était demandé par les FRAG. Vous avez maintenant un caractère optionnel s'agissant de la définition d'une trajectoire sur les sujets biodiversité. Cet indicateur reste présent, donc on est quand même très, très satisfait de cela, mais voilà, avec une place quand même un peu moins importante. Donc, on compte sur la consultation et les différentes réponses des différents acteurs pour essayer de faire valoir le plus possible la nécessité collectivement que chaque entreprise, chaque institution financière et chaque entité qui soit soumise à la CSRD puisse définir ce plan de transition et cette trajectoire biodiversité qui, au-delà de la situation et des indicateurs qui s'agissant à l'instant N, des impacts, via le GBS, des impacts, des dépendances, des risques, une trajectoire et une planification avec notre planning, comme j'expliquais, entre 2030 et 2050, d'une projection de vos impacts sur les objectifs environnementaux et précisément celles qui sont définies par la COP15.
Merci Arthur. Je vous propose de passer à la suite de la présentation et on prendra d'autres questions au fil de l'eau on en répondra à certains dans le chat Zoom également. Et je vais passer à présent la parole à Vincent qui va vous parler du TNFD et de l'offre de CDC Biodiversité pour les institutions financières. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vincent Guénon, je travaille au pôle finance de CDC Biodiversité, donc sur l'adaptation de la méthodologie du GBS aux spécificités des institutions financières. Alors là, on va passer un petit peu en revue toutes les possibilités qu'on a et toutes les offres à destination des institutions financières. Donc, si on peut aller sur la slide suivante. D'abord, un petit point, on colle vraiment aux cadres qui sont définis par la TNFD et à ses recommandations, donc comme le disait Arthur, sur la double matérialité. C'est-à-dire que le GBS va pouvoir répondre aux exigences qui sont faites aux institutions financières de à la fois mesurer ces risques de transition et ces risques physiques. Alors pour le risque de transition, donc c'est le risque qui en fait vient d'un manque d'alignement de l'entreprise ou de l'institution à une société qui va aller vers une économie qui respecte la biodiversité. Donc ça peut être un risque qui est lié à des réglementations qui évoluent, à un risque réputationnel aussi lié à des impacts sur la biodiversité. On peut avoir aussi des changements de marché ou des changements technologiques. Donc, ces risques de transition, ils sont mesurés, ils sont approchés par les impacts des portefeuilles sur la biodiversité. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer pour les institutions financières, à la fois pour les actifs cotés, avec la plateforme, la base de données BIA-GBS, dont on va parler un petit peu plus tard, et pour les actifs non cotés, où là, on va rentrer dans le détail sur des méthodologies qui sont vraiment spécifiques à chaque actif. J'en parlerai un petit peu après. Et on a également la mesure du risque physique. Donc, c'est le risque en fait qui naît de la dépendance d'une activité économique à la biodiversité, donc aux services écosystémiques notamment rendus par la nature et qui permettent ces activités économiques. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir mesurer avec les outils. Donc, BIA-GBS utilise encore. Et pour les actifs non cotés, on va aussi avoir une prestation de conseil sur mesure qui va nous permettre d'extraire des scores de dépendance. Et donc, avec ces deux mesures, donc l'impact et la dépendance, on va pouvoir répondre à cette exigence de double matérialité qui s'exerce sur les entreprises et qui donc, en fait, est amplifiée pour les institutions financières qui ont ces entreprises en portefeuille. Alors, comme on parle de TNFD sur la slide suivante, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Arthur a un petit peu parlé du cadre LEAP qui est développé par la TNFD. Donc, c'est une approche qui est en cours de développement, elle est faite par itération et donc sa version 1 devrait être publiée à la rentrée. Je vous invite vraiment à la consulter parce que c'est quelque chose qui est appelé à vraiment encadrer et à être utilisé par tous les acteurs économiques et notamment par toutes les institutions financières. Donc, c'est très intéressant de connaître ce cadre. Donc, cette approche LEAP, elle est divisée en 4 phases qui correspondent à l'acronyme LEAP. Ça marche en anglais, un petit peu moins bien ici. Mais le premier, la première étape, c'est l'étape locate. Donc, c'est là où on va vraiment essayer d'identifier les priorités sur les mesures et sur les risques qui sont liés aux activités économiques. Donc, les priorités, ça va être les priorités en termes de localisation. Donc, si on est en contact avec des zones qui sont prioritaires pour la biodiversité, ou aussi les activités qui sont prioritaires, donc celles pour lesquelles on va estimer qu'on a le plus d'impact. Donc là, comme je le disais, les méthodologies de CDC Biodiversité, donc BIA-GBS et le GBS pour les institutions financières, vont permettre d'obtenir tout un tas de détails sur cette partie-là. Et donc, on va pouvoir un peu sauter cette étape locate pour passer directement à la seconde, qui est l'étape E, evaluate. Donc, c'est là où BIA-GBS et le GBS prennent toute leur pertinence, puisqu'ils vont permettre vraiment d'analyser les impacts sur la biodiversité en les découpant par pression, par écosystème. Donc voilà, une mesure d'impact complète et puis aussi une mesure des dépendances aux services écosystémiques des activités et donc du portefeuille. Donc cette étape évaluée, elle est entièrement répondue et englobée par le GBS et BIA-GBS. La troisième étape qui est assess, donc qui est vraiment centrée sur les risques et opportunités qui se posent pour une entreprise ou pour une institution financière dans ses portefeuilles.
Donc là, ça va être l'idée d'identifier les différents risques qui se posent à l'entreprise et également les opportunités qui sont liées à des évolutions de la biodiversité ou les évolutions de la société en faveur de la biodiversité. Donc là, c'est quelque chose aussi qui peut être approché en partie par la méthodologie du GBS et par BIA-GBS. C'est des choses qui sont en développement, mais on va de plus en plus essayer d'aller là-dessus sur l'identification des risques. Et puis la dernière partie, Prepare, donc là, ça va être vraiment sur reporter, faire de la publication de tous ces éléments-là, le faire de façon transparente et de façon complète, et puis aussi vraiment aller dans la stratégie, dans la définition de plan d'action. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est proposé par CDC Biodiversité, qui s'appuie vraiment sur toutes ces étapes précédentes qui ont utilisé le GBS et BIA-GBS. Ensuite, si on passe à la partie suivante, pour entrer un petit peu plus dans le détail, parce que j'ai parlé de GBS, BIA, GBS, cette différenciation, elle est vraiment, elle se fait vraiment par type d'actif. Donc d'abord, on a tout ce qui est coté, donc action, obligation. Là, cette partie, elle est complètement couverte par la base BIA-GBS. J'en parlerai vraiment plus en détail dans la slide suivante, mais pour tous les besoins qui concernent le côté, BIA-GBS y répond entièrement. Pour ce qui est du non-coté, là, on va avoir de la différence selon vraiment les types d'actifs. C'est à chaque fois des méthodologies très différentes. On est en train de développer, on a développé petit à petit des méthodologies sur chacun des types d'actifs. Donc, sur le financement d'infrastructures, sur les prêts immobiliers, c'est quelque chose qu'on a réalisé, pour lesquels on a une méthodologie. Le private equity, je fais un petit peu de teasing, mais je laisserai Elsa en parler un petit peu plus parce qu'on a réalisé des pilotes sur la mesure d'empreinte biodiversité adaptée au secteur du private equity. Donc, c'est une méthodologie qui, maintenant, suite à ces pilotes, peut être déployée, peut être adaptée selon les besoins des sociétés de gestion. Et puis ensuite, pour les autres actifs, en non-coté, pour l'instant, ce n'est pas couvert, mais on est toujours, nous, preneurs d'avoir des cas d'usage un petit peu spécifiques, un petit peu complexes, pour venir développer notre méthodologie. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais faire peut-être un dernier petit focus sur le côté, sur BIA-GBS, parce que ça, c'est vraiment une partie très structurante de la méthodologie adaptée aux institutions financières. Donc, si on va sur la slide suivante. Donc, BIA-GBS, comme on le disait, c'est une base de données qui a été le fruit d'un partenariat en fait, avec CDC Biodiversité et Carbon 4 Finance. Carbon 4 Finance, c'est un data provider qui a une spécialité dans les données environnementales, qui fait déjà énormément de choses sur la partie climat. Et donc, BIA-GBS va venir combiner ces deux expertises. Donc, la méthodologie du GBS qui est développée par CDC Biodiversité et les données qui sont collectées par Carbon 4 Finance. Et donc, on va venir alimenter le GBS avec les données fournies par C4F et ça va nous donner vraiment énormément d'informations sur les impacts et les dépendances des actifs cotés, que ce soit actions ou obligations. Donc là, on est vraiment sur du large cap, évidemment. Cette base de données, elle est vraiment très intéressante parce que déjà, pour les institutions financières françaises, c'est une source d'informations pléthorique pour ce qui permet de répondre à l'article 29. Donc, on a déjà réalisé un certain nombre de réponses à l'article 29 à partir des données issues de BIA-GBS, par exemple, pour Rothschild, pour la MAF. Et puis aussi, on peut avoir tout un autre tas d'usages pour, par exemple, le suivi, le pilotage dans le temps des impacts biodiversité, au-delà de juste cette obligation de reporting. Donc, on a un certain nombre d'acteurs, d'institutions financières qui utilisent déjà, qui ont un accès à cette base de données et qui viennent régulièrement rechercher de la donnée pour alimenter leur stratégie biodiversité. C'est le cas de la Banque Postale Asset Management, la Maïf, ING, voilà. Tout un tas d'acteurs français ou internationaux qui vont piloter leur stratégie grâce à cette base de données. Voilà, peut-être on peut vous poser la question directement. Est-ce que ce qu'on a vu, que ce soit sur le côté, sur le non-côté, sur le private equity, l'approche LEAP, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non, si vous faites partie d'une institution financière? Eh bien, écoutez, on peut laisser la question ouverte et n'hésitez pas à y répondre au fur et à mesure si ça vous vient.
Merci Vincent. Et Merci. du coup, justement, pendant que vous répondez à cette question, on pourra répondre de notre côté à quelques questions que vous avez posées sur le Mentimeter. Et alors, sur cette question sur le GBS et le lien avec l'axe biodiversité d'un budget vert pour une collectivité, du coup, Arthur vous a donné des éléments de réponse dans le chat. Mais si vous avez davantage de questions concernant les collectivités, n'hésitez pas à nous écrire. Il y aura les adresses mail à la fin et on vous mettra en contact, notamment avec Joao, qui est référent du coup sur les sujets collectivités. Et donc, sur cette question, je vais laisser Gabriel répondre et également continuer par la suite sur la partie SBTN et les évaluations d'empreinte biodiversité pour les entreprises. Alors, bonjour à tous, Gabriel Robin. Donc, je travaille chez CDC Biodiversité depuis octobre 2022 sur les parties de développement du GBS et aussi de mesures d'empreinte pour les entreprises. Et donc, sur la question du scope 3 amont, alors je vais y répondre en détail tout à l'heure, mais on peut utiliser en fait soit des données financières, soit des données du coup des fournisseurs qui sont plus précises, mais je vais revenir sur le détail tout à l'heure. Et pour la distinction de scope, effectivement, on fait une distinction de scope comme dans le bilan carbone, et là encore, je vais revenir là-dessus. Alors, d'abord vous parler de comment on réalise une évaluation d'empreinte biodiversité avec le GBS. Ça se déroule en 4 étapes. Une première étape de cadrage, où on va définir le périmètre de l'étude, et aussi où on va faire un screening des impacts biodiversité, c'est-à-dire on va essayer de repérer quels sont les enjeux liés à la biodiversité spécifiques au secteur d'activité de l'entreprise pour orienter en fait nos recherches et nos analyses par la suite. La seconde étape, qui est la plus importante et la plus longue aussi, celle de la collecte des données. La plus importante, pourquoi? Parce que la qualité de l'analyse va directement dépendre de la qualité des données. Et la plus longue parce que il y a un certain nombre de données qui n'est pas directement dans la forme utilisable par le GBS, et donc les entreprises doivent souvent consolider les données pour nous les fournir. La troisième étape consiste à utiliser ces données avec le GBS et donc à faire les calculs. Et la quatrième étape est d'analyser les résultats de ce calcul de façon quantitative et qualitative, ce qui va permettre de définir des cibles et des objectifs au regard des résultats pour l'entreprise, et de mettre ces cibles et ces objectifs sur une trajectoire à horizon 2030 ou 2050. Donc en fait, cette évaluation d'empreinte biodiversité avec le GBS, c'est vraiment un premier pas pour mettre en place des actions concrètes pour savoir où on en est et agir. Donc un peu en lien avec la question de tout à l'heure, on peut utiliser un grand nombre de types de données différents pour le GBS, qui vont des données les plus génériques aux données qui donneront les résultats les plus précis, les plus qualitatifs. Alors dans les données génériques, on peut utiliser des données financières, donc les achats aux fournisseurs et le chiffre d'affaires, et les chiffres d'affaires par business unit. Donc en fait, ça va permettre de calculer un impact par défaut de l'entreprise, mais on peut ensuite utiliser des données plus précises qui vont permettre d'affiner les résultats, donc des données sur les produits et les matières premières. Donc par exemple, les quantités achetées, donc c'est là que je fais le lien avec la question de tout à l'heure, donc les quantités achetées seront plus précises que les achats monétaires en euros. Dans les matières premières, on peut utiliser les quantités de métaux, de minerais, les quantités de bois, donc ce qui va permettre d'avoir des impacts plus précis. Mais les données vraiment les plus précises qu'on cherche à utiliser, c'est les données sur les flux physiques de l'entreprise, donc par exemple les émissions de gaz à effet de serre ou les consommations d'eau. Et les données les plus précises, vraiment, qui se rapprochent le plus des impacts, donc ce sont les données sur les pressions sur la biodiversité, comme par exemple l'usage des sols. Donc on va demander les surfaces utilisées par l'entreprise et l'intensité de gestion de ces surfaces. Donc l'ensemble de ces données, il y en a un grand nombre qui est déjà récolté par l'entreprise, ce qui est un avantage pour faciliter la collecte. Alors, je vais faire un zoom sur le SBTN, donc les recommandations du Science Based Target Network.
donc qui produit des recommandations sur les méthodes et les outils pour faire du reporting sur la biodiversité. Donc, nous, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils ont donc un framework, une méthodologie en 5 étapes. Donc, une étape d'évaluation, une étape d'interprétation et de priorisation des enjeux, une étape de mesure, de fixage et de divulgation des données, une étape d'action et une étape de suivi. Aujourd'hui, on a les détails sur leurs recommandations pour seulement les 2 premières étapes. Et il se trouve que le GBS peut permettre de répondre à la première étape. Et dans le cadre d'une évaluation d'empreinte biodiversité, on peut utiliser les résultats obtenus avec le GBS pour répondre à la seconde étape, donc interpréter et prioriser. Cependant, pour les 3 étapes suivantes, alors pour les 4 et 5, on a très peu de détails à l'heure actuelle. Et pour la 3, on a quelques éléments, mais pas grand-chose pour l'instant. Je vais revenir en détail là-dessus. Mais il est possible que le GBS permette de répondre à ces 3 étapes. Donc, si on se concentre sur les 2 étapes du début, donc évaluer et interpréter, donc sur la slide suivante, on voit que pour la première étape, avec le GBS, on peut faire une analyse de matérialité au niveau sectoriel des enjeux biodiversité, et on peut aussi localiser les impacts sur la biodiversité et les dépendances aux services écosystémiques tout au long de la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ça va être donc la première étape d'évaluer, et grâce à ces résultats, on va pouvoir donc prioriser les actions à mettre en place spécifiques aux impacts et aux dépendances du secteur et de l'entreprise. Pour la 3e étape, donc Measure, Set and Disclose, aujourd'hui on a des recommandations uniquement sur les écosystèmes aquatiques et une première version pour les écosystèmes terrestres. Donc on ne peut pas en dire beaucoup, mais il est très probable que le GBS puisse remplir les objectifs de ces recommandations. Concernant les résultats obtenus avec le GBS, Arthur en a un peu parlé tout à l'heure en parlant de MSA, mais donc on obtient, et je vais revenir en détail sur la métrique MSA km² que vous voyez ici, mais en gros, on peut traduire les impacts des entreprises en équivalent de surface de biodiversité, enfin d'écosystèmes détruits. Par exemple, si je vous prends l'impact statique terrestre, alors je reviendrai sur ce que ça veut dire juste après, mais l'impact statique terrestre de toutes les entreprises au niveau mondial est de 46 millions de MSA km², ce qui est équivalent à une perte d'écosystème d'une surface qui serait équivalente à l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Océanie réunis. Donc voilà, ça permet de... Et donc quand on fait une évaluation d'empreinte biodiversité, on va pouvoir traduire les impacts en équivalent surfacique et les mettre au regard des valeurs à l'échelle mondiale. Donc, ensuite, donc, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on crée des fiches benchmark sectorielles où on va essayer de parler des enjeux au niveau sectoriel et de mesurer l'impact d'un secteur sur la biodiversité. À l'heure actuelle, on a déjà publié 2 fiches, une sur l'agriculture et l'agroalimentaire et une seconde sur le secteur de la chimie. On en publie environ 2 par an. On est en train de finaliser les fiches sur le secteur de l'extraction des matières premières, sur celui de la construction et sur celui de l'énergie. Et on est en train de travailler sur le secteur de l'équipement électrique et électronique et les industries manufacturières de métaux. Tous les secteurs qu'on présente ici et pour lesquels on fait des fiches benchmark ne sont pas adressés équitablement par le GBS, enfin aussi bien. Le GBS prend mieux en compte les secteurs qui ont un très fort impact sur la biodiversité, comme l'extraction de matières premières ou l'agriculture, par exemple. Mais pour certains secteurs, l'impact est plus faible et donc plus difficile à prendre en compte. Par exemple, le secteur de la distribution ou le secteur du conseil. Mais évidemment, nous travaillons à affiner les capacités du GBS pour prendre en compte ces impacts plus faibles. Concernant les modalités d'une évaluation d'empreinte biodiversité, la durée et le budget d'une évaluation dépendent de plusieurs critères. Déjà, on va séparer 2 types de travaux qu'on peut mener. Le screening des impacts, qui est fait
à partir de données financières et éventuellement de quelques données sur les émissions de gaz à effet de serre et d'usage des sols. Mais donc, c'est une première analyse avec peu de données qui va coûter moins cher et durer moins longtemps, qui est donc entre 28 et 56 000 euros. Et ensuite, on peut mener une évaluation d'empreinte biodiversité complète, où on va utiliser un panel de données plus large, avec plus de données physiques, et où on va réaliser des hypothèses plus robustes. Alors là, on distingue 3 cas qui auront des prix et des durées différentes. Et on distingue ces cas en fonction de plusieurs paramètres. D'abord, le périmètre évalué, le secteur d'activité de l'entreprise, la qualité des données disponibles, évidemment. Donc, est-ce que le format est adapté directement au GBS? Est-ce que la quantité de données manquantes est importante? Est-ce qu'il va falloir faire énormément d'hypothèses pour combler les manques de données? Le niveau de reporting va être important aussi. Donc, est-ce qu'il faut simplement avoir un résultat à l'échelle du groupe, ou alors est-ce qu'il va falloir détailler par business unit, par exemple? Aussi, est-ce le nombre d'analyses d'actions de réduction qu'on va devoir mener va influer sur le prix et la durée? Il est aussi possible de prendre des options. Donc, on peut rédiger des éléments de réponse suivant les recommandations du SBTN. Et on peut aussi faire des développements spécifiques à l'activité de l'entreprise. Et donc, tout ça, ça nous donne 3 cas, du moins cher au plus cher, donc des cas simples entre 37 et 68 000 euros, des cas intermédiaires entre 53 et 105 000 euros, et des cas plus complexes entre 84 et 158 000 euros. À l'heure actuelle, on a déjà réalisé plus de 40 évaluations d'empreinte biodiversité avec le GBS, donc que ce soit nous, chez CDC Biodiversité directement, ou des consultants habilités à utiliser le GBS. Alors aujourd'hui, en 2023, on a au moins 3 études en cours, et ce sur un panel d'entreprises très large, donc qui couvre des secteurs différents, et plutôt des grandes entreprises. Voilà. Et vous aurez la liste de toutes les entreprises qui ont été évaluées dans les slides à la fin du webinaire. Sur la slide suivante, ce qu'on va voir, c'est les consultants qui, comme je vous l'ai dit, sont habilités à utiliser le GBS, et que vous pouvez aussi contacter pour réaliser une évaluation d'empreinte biodiversité. Et donc, si vous êtes intéressé par une évaluation d'empreinte biodiversité, on vous invite à l'indiquer sur le Menti. Et on va vous laisser répondre, prenez votre temps, et on va passer à la suite. Donc, je vais maintenant rentrer un peu dans le détail de comment fonctionne le GBS, le Global Biodiversity Score. Donc, on est parti pour les détails. Donc, on vous a beaucoup parlé de MSA aujourd'hui. Donc, MSA, ça veut dire Mean Species Abundance, abondance moyenne des espèces en français. C'est un indicateur qui varie entre 0 et 100%. Et on peut l'interpréter de cette façon-là. À 100% de MSA, on considère qu'il y a 100% de biodiversité restante dans l'écosystème. Par exemple, une forêt naturelle, elle a une MSA de 100%. Et à 0% de MSA, il n'y a plus de biodiversité. Donc, une aire urbaine est très proche de 0%. Et on peut décrire donc tous les intermédiaires qu'il y a entre les deux. Par exemple, une plantation, elle aura une MSA plus faible qu'une coupe sélective, donc un pourcentage de biodiversité restante plus faible qu'une forêt en coupe sélective. Donc cette métrique, elle ne prend pas en compte la surface des écosystèmes. Et du coup, pour prendre en compte la surface, donc ouais, non, alors je reviendrai. Je vais d'abord parler un peu de comment on calcule la MSA, excusez-moi. Donc, imaginons un écosystème non perturbé. Comme à gauche, vous voyez, il y a 2 cerfs, 2 grenouilles et 3 arbres. Donc, c'est toutes les espèces présentes dans l'écosystème quand c'est dans son état naturel. Et on définit ça comme un état de référence où la MSA est à 100% de biodiversité restante, donc 100%. Et imaginons une perturbation. Donc, si on regarde l'encadré du milieu, donc perturbation 1, on voit qu'il y a une espèce qui arrive, ce sont des petits rats qui sont barrés parce qu'en fait la MSA ne prend pas en compte les nouvelles espèces qui apparaissent par rapport à l'état non perturbé.
on voit qu'il y a moins d'arbres, qu'il y a moins de cerfs et qu'il y a une grenouille en plus. Donc pareil, la grenouille qui est en plus n'est pas prise en compte parce qu'on ne prend pas en compte les espèces supplémentaires. En fait, ça veut dire que la MSA ne peut pas dépasser 100%. Et pour faire le calcul, donc on va regarder la proportion de chaque espèce qui reste par rapport à la population initiale. Donc un demi des cerfs, un tiers des arbres, 2 demi des grenouilles sur 3, donc 3 espèces au total dans l'écosystème, ça nous donne 61%. Il y a donc dans cet écosystème 61% de biodiversité restante. Et donc je vous disais tout à l'heure, donc une fois qu'on a décrit la qualité de l'écosystème, l'intégrité de l'écosystème avec la MSA, il faut prendre en compte sa surface, et c'est pour ça qu'on utilise, nous, avec le GBS, les MSA km². Donc on multiplie les MSA par la surface impactée en kilomètres carrés. Un MSA km², ça équivaut à 1 km² de surface naturelle qui a été détruit. Donc je vous donne un exemple. On imagine une forêt naturelle de 100 km². Elle a une MSA de 100%. On la remplace par une plantation, donc sur les 100 km. Et une plantation, il se trouve que ça a une MSA de 30%. Donc on a une perte de biodiversité qui est de 70% sur une surface de 100 m². Donc ça nous donne 70 MSA km². 100 m², c'était 100 km², pardon. Donc 70 MSA km², c'est l'impact de la transformation de la forêt naturelle en plantation. Donc cette métrique, elle a plusieurs avantages. D'abord, elle est globale, elle va pouvoir permettre de couvrir l'ensemble des activités de l'entreprise dans tous les pays, donc, parce que c'est agrégeable à l'échelle globale en fait. Elle est transparente et consensuelle, elle est développée par le PBL, donc une agence environnementale néerlandaise. Elle est utilisée dans le monde académique et donc elle est présente comme indicateur complémentaire du monitoring framework, du Global Biodiversity Framework. C'est une métrique unique, spatialisée, qui est centrée sur la biodiversité, sur la partie de l'intégrité fonctionnelle des écosystèmes. Elle est compréhensible par un non-initié grâce aux équivalents surfaciques. Et elle est dotée d'un lien quantitatif avec les pressions qui sont exercées par les activités humaines sur la biodiversité. Et donc, on peut la calculer relativement facilement avec des données que les entreprises peuvent fournir. Et dernier avantage, elle est réactive aux efforts accomplis par les entreprises. C'est-à-dire qu'une modification des pratiques de l'entreprise va se traduire en modification des MSA des MSA. Alors, petite question sur le Menti. Selon vous, quels enjeux liés à la biodiversité sont pris en compte par la MSA ? Donc, vous avez le risque d'extinction des espèces, la richesse spécifique de l'écosystème considéré, l'abondance en espèces de l'écosystème considéré et les services écosystémiques rendus par l'écosystème considéré. Alors, je vois que ça se concentre autour des 2 réponses du milieu. Alors, c'est plutôt, je donne la réponse, sur l'abondance en espèces de l'écosystème considéré. Indirectement sur la richesse spécifique de l'écosystème considéré, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Mais vous avez à peu près raison, bravo. Le GBS permet de couvrir les principales pressions qui sont décrites par l'IPBES, donc le panel intergouvernemental sur la biodiversité, et ce sur donc, les écosystèmes terrestres et aquatiques. Malheureusement, on ne prend pas en compte les écosystèmes marins, néanmoins, on y travaille. Donc, concernant les pressions, on prend en compte le changement d'usage des sols, l'exploitation des ressources, le changement climatique et la pollution, mais nous ne prenons pas en compte pour l'instant l'impact des espèces invasives. Alors, toutes ces pressions, à chaque fois, on les décline selon qu'elles s'appliquent à un écosystème terrestre ou aquatique. Par exemple, l'exploitation des ressources, ça va être donc, les pressions liées à l'extraction des ressources sur les écosystèmes terrestres, donc comme voilà. Et sur les écosystèmes aquatiques, ça va être l'utilisation d'eau, donc les perturbations hydrologiques que ça va engendrer, etc. Concernant le fonctionnement du GBS, donc comme je vous l'ai dit au début, on peut utiliser plusieurs types de données.
Donc d'abord, on peut utiliser des données qui viennent d'inventaires écologiques exhaustifs, donc des données vraiment de mesure de terrain, etc. Donc des données directes d'impact et d'état de la biodiversité. Généralement, les entreprises ne peuvent pas fournir ces données. Et donc, on peut utiliser des données de pression, donc par exemple les changements d'usage des sols, les concentrations en azote et en phosphore, les conversions des zones humides, qu'on va traduire en impact sur la biodiversité grâce aux modèles Globio, qui donnent des relations entre les pressions et les impacts. Néanmoins, on peut aussi utiliser d'autres types de données, donc les commodités, les services produits ou transformés, les émissions de GES, les émissions d'azote et de phosphore, donc qui ne sont pas les concentrations. Donc ça, c'est des données d'inventaire. Et grâce à des outils internes, on peut les traduire en données de pression. Et il est aussi possible d'utiliser des données financières, donc de chiffre d'affaires et d'achat, qui seront traduites en données d'inventaire grâce au modèle Exiobase. Donc évidemment, à chaque couche de modélisation, donc plus on s'éloigne des données d'impact, moins la précision des données est bonne. Donc on va donner un petit exemple un peu plus concret. Donc, imaginons une entreprise fictive qui s'appelle Chicken Corp et qui fait de la production de viande de volaille. Un de ces impacts, ce sera les impacts liés à la production de l'alimentation pour les volailles. Donc imaginons qu'on veut mesurer cet impact. Donc d'abord, on peut utiliser un inventaire écologique exhaustif fait sur les champs des fournisseurs, qui va nous donner directement des MSA km². On peut utiliser les surfaces des champs utilisés, donc c'est des données de pression sur l'usage des sols. On peut utiliser les tonnes de maïs achetées directement, donc sans passer par les surfaces utilisées pour nourrir la volaille. Ça, ce sont des données d'inventaire. Ou alors, on peut utiliser les montants des achats ou bien les montants des ventes de viande de volaille, qui seront des données financières. Pour la suite, donc le GBS différencie des impacts statiques et dynamiques. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, les impacts statiques sont des stocks d'impact. Donc, c'est les impacts passés cumulés de l'entreprise. Et des impacts dynamiques, c'est une variation de stock. Donc, c'est ce qui arrive sur une année, c'est des impacts supplémentaires. Donc, imaginez cette entreprise qui a une installation industrielle. On est à l'année N. Elle émet 50 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'est un impact dynamique parce que chaque année, ces émissions vont augmenter la concentration dans l'atmosphère de CO2, ce qui va augmenter la pression sur la biodiversité. Comme impact dynamique, on a aussi à l'année N la construction d'une nouvelle installation qui va utiliser plus d'espace. Donc, on a un usage des sols, un empiètement, une fragmentation des écosystèmes, etc. Et donc, ça, c'est un impact dynamique, donc une augmentation du stock d'impact. Mais on a aussi des impacts statiques. Donc, l'installation industrielle, elle existe depuis avant l'année N. Donc, il y a 1000 m² d'usine. C'est un impact statique. On a l'eutrophisation de l'eau douce par le déversement de phosphore dans le cours d'eau, qui a un impact statique parce que c'est un rejet qui ne change pas depuis la création de l'installation. Et pareil pour les consommations d'eau de l'entreprise, l'impact sur la perturbation hydrologique du cours d'eau ne change pas entre les années, donc c'est un impact statique, c'est un stock d'impact. Donc imaginons maintenant l'année N+1 pour voir comment ça change un peu. Changement climatique, cette fois-ci les émissions ont augmenté, mais c'est toujours un impact dynamique donc lié au changement climatique, puisque ce sont de nouvelles émissions. Par contre, vous pouvez voir que l'installation qui a été construite pendant l'année N, elle est terminée à l'année N+1. Maintenant, ça a un impact statique durant l'année N+1, puisque ça constitue un stock d'impact. Il n'y a pas un nouvel impact qui s'est ajouté à ça. Pareil pour l'usine, toujours statique. Néanmoins, pour les rejets de phosphore, il y a eu 5 tonnes par an qui sont déversées en plus par rapport à avant. Donc ces 5 tonnes-là, c'est une pression qui augmente sur la biodiversité, donc c'est un impact dynamique. Et pour les perturbations hydrologiques, il n'y a pas de variation, donc là c'est un impact statique. Voilà, donc là on a vu comment prendre en compte l'étendue temporelle des impacts sur la biodiversité, mais on utilise aussi le concept de scope.
qui va permettre de prendre en compte les impacts sur toute la chaîne de valeur. Donc là, c'est similaire à un bilan carbone. C'est compatible avec le GHG protocole et avec le Natural Capital Protocol. Donc en scope 1, on réunit les impacts des opérations directes de l'entreprise. En scope 2, les impacts dus aux achats d'énergie hors combustible. En scope 3 amont, les impacts dus aux autres achats. Et en scope 3 aval, l'impact dû à l'utilisation et à la fin de vie des produits et services. Il est possible avec le GBS de d'écrire un score de dépendance de l'entreprise aux services écosystémiques. Donc les services écosystémiques sont des services rendus par la biodiversité qui permettent ou facilitent les activités humaines. Et donc on va pouvoir définir ce score de dépendance qui va de 0% à 100%. Donc 0% aucune dépendance connue à un service écosystémique et 100% dépendance très élevée. Et on va distinguer deux types de dépendance. Donc le score de dépendance moyen, ça va être la dépendance moyenne d'une entreprise ou d'un portefeuille à l'ensemble des services écosystémiques. Et on va définir aussi un score de dépendance critique, qui est la part d'une entreprise ou d'un portefeuille qui est dépendante de manière critique, c'est-à-dire non substituable, à au moins un service écosystémique, parce qu'ils sont tous très différents. Et donc, si on est dépendant de façon moyenne au service écosystémique, il ne faut pas masquer le fait que parfois, il y a un service écosystémique auquel on peut être très, très dépendant. Donc, pour calculer ça, on utilise la base de données Encore qui nous permet de connaître les process en amont de la chaîne de valeur de l'entreprise. Grâce à nos outils internes, on peut connaître donc, les secteurs d'activité dans la chaîne de valeur qui sont liés à ces process. Et grâce à XGeoBase, on peut remonter au secteur d'activité. Enfin, c'est dans l'inverse, c'était l'inverse, mais donc en fait, on peut arriver depuis le secteur d'activité de l'entreprise à connaître ses dépendances aux services écosystémiques. Et donc, on peut afficher comme ça, par exemple, donc en abscisse tous les services écosystémiques et en ordonnée les différentes industries possibles. Donc, imaginons que c'est un portefeuille, on peut l'afficher de cette façon-là. Et on voit que, par exemple, le secteur de l'agriculture est très dépendant à la qualité de l'eau. Alors, c'est une méthodologie qui a été utilisée déjà par des banques centrales européennes, comme la Banque des Pays-Bas ou la Banque de France. Et donc, on s'attache à donc s'intégrer dans tous les autres développements méthodologiques, donc hors le nôtre, donc pour avoir une convergence méthodologique, donc des façons de comptabiliser les impacts sur la biodiversité. D'abord, il y a le projet Align, donc Aligning Accounting Approaches for Nature, duquel on fait partie, donc, qui a pour but de faire converger les techniques sur ces sujets, le vocabulaire, d'avoir des outils compatibles et cohérents. Donc, dans le diaporama, vous aurez le lien vers un peu de lecture sur le sujet. Et on fait aussi partie donc, du Biological Diversity Protocol, le BD Protocol, qui est un protocole pour avoir un cadre commun sur la comptabilité des impacts en matière de biodiversité. Et c'est une initiative très prometteuse. Il y a eu un premier rapport en mars 2021 que vous pourrez consulter à l'aide du lien dans le diaporama. Et là, vous avez un exemple de résultats du GBS qui sont présentés sous forme BD protocole. Et donc là, le Menti, je vais laisser la parole à Patricia. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, nous allons répondre à quelques questions directement dans le chat. Le temps file. Je vous propose de passer directement sur les prochaines parties et on vous répond au fur et à mesure. Et à la fin, si le temps nous permet, on prendra également quelques questions à l'oral. Et donc, je vais laisser à présent Mathieu présenter du coup nos différentes solutions pour appréhender le paysage du reporting biodiversité et les outils biodiversité. Merci Patricia. Bonjour, donc je suis Mathieu Douzièche, je suis chargé d'études au sein du club B4B+, qui est le club des entreprises et institutions financières pour une biodiversité positive. Créé en 2016, le club B4B+, rassemble une cinquantaine de membres, que ce soit des consultants, des institutions financières et des entreprises,
ainsi que quelques partenaires, autour de sujets de biodiversité et de mesures d'empreinte. Cette slide synthétise les différents groupes de travail, objectifs et missions du club, que je vais vous présenter du coup par la suite. Les objectifs du club sont centrés autour de plusieurs axes. Le premier est bien sûr d'aider nos membres à saisir en quoi les outils de mesure d'empreinte biodiversité peuvent orienter les décisions et les stratégies des entreprises, de financement et d'investissement, mais aussi les décisions de reporting. On cherche également à se positionner en amont des évolutions financières, réglementaires et du marché, en encourageant la prise de conscience, la mesure et la réduction de l'empreinte biodiversité. Historiquement, le club a été créé pour co-construire le GBS, mais il continue aujourd'hui d'assurer son adaptation aux contraintes et aux besoins des entreprises, notamment via des études de cas qui sont menées avec nos membres pour à la fois recevoir leur retour d'expérience, mais aussi les partager lors de groupes de travail. Nous cherchons également à tenir informés nos membres sur le sujet de l'évaluation d'empreintes, que ce soit au travers de l'intervention de personnes expertes lors de groupes de travail ou via une régulière bibliographie. Enfin, nous mettons à disposition de nos membres un support technique pour les aider dans leur évaluation. Ces objectifs que je viens de vous présenter s'intègrent dans trois grandes perspectives au sein du club. Le premier est bien sûr d'incarner un écosystème d'acteurs au travers de groupes de travail. Historiquement, des groupes de travail finance, chaîne de valeur et consultants, lors desquels sont partagées les meilleures pratiques et les retours d'expérience, mais ce sont aussi des lieux de rencontre autour de ces sujets liés à la mesure d'empreinte biodiversité. En 2023, le club BKB+, lance 2 nouveaux groupes de travail pour être en phase avec les défis actuels, un dédié au crédit biodiversité et un autre au secteur de l'énergie. Le deuxième axe de travail du club est la veille bibliographique régulière autour de ces sujets, mais aussi en lien avec les développements et les mises à jour du GBS. Et enfin, le troisième axe est lié au support technique que nous fournissons à nos membres, mais aussi au renforcement de capacités au travers d'études de cas sur des sujets innovants comme les espèces invasives ou la surexploitation, mais aussi au travers de formations pour lesquelles nos membres ont un accès prioritaire. En parallèle, l'adhésion au club intègre une licence afin de pouvoir utiliser le GBS. Donc, comme je vous le disais, en 2023 et le 6 juin dernier, pour être plus précis, on a lancé un nouveau groupe de travail dédié au crédit biodiversité, avec une deuxième session qui va être prévue pour la fin de l'année et des webinaires courts prévus entre ces 2 sessions. Ce groupe de travail se concentre sur 3 objectifs, donc sont cartographier un écosystème qui est aujourd'hui en pleine évolution et en pleine émergence, faire également une veille bibliographique sur les principales publications qui sortent assez régulièrement. Un deuxième objectif est d'évaluer les méthodologies en termes de crédit biodiversité, au travers d'une grille d'analyse que nous sommes en train de développer. Et un troisième objectif qui vise à conduire des pilotes, c'est-à-dire à tester sur le terrain ces méthodologies et de partager bien sûr les résultats avec nos membres lors de groupes de travail. Et donc, de manière transversale, vont être évoquées différentes questions, notamment les notions de précision en matière de mesure de gains de biodiversité, de crédibilité des processus de vérification, mais aussi la notion d'équivalence et sa place dans le cadre des crédits biodiversité. Sur la slide suivante, vous pouvez voir du coup les conditions tarifaires pour adhérer au club E4B+, avec une adhésion de base qui commence à 8 500 €. À noter que cette grille ne couvre les adhésions que pour les entreprises et institutions financières. Les sociétés de conseil sont donc invitées à nous contacter directement pour plus d'informations. Et concernant la licence GBS, dans la mesure où le club vous ouvre droit à une licence GBS, il y a plusieurs conditions. Il faut savoir que pour les sociétés de conseil qui vendent des évaluations d'empreinte biodiversité à l'aide du GBS, une adhésion au club B4B+ est requise, ainsi qu'une formation de niveau 2. Je reviendrai sur les formations plus tard. Et pour les entreprises et institutions financières, une licence est requise si vous faites une évaluation en interne, mais que vous ne publiez pas les résultats. Et une formation de niveau 2, par contre, est requise si vous publiez les résultats. Et si vous avez recours à un assesseur externe, une licence est requise seulement si vous publiez les résultats. Le club fournit également un support technique qui prend la forme de webinaires réguliers, mais aussi un système de tickets pour répondre aux questions de nos membres qui ont droit du coup à 5 heures de support individuel et de questions-réponses du coup pour répondre précisément à leurs besoins. Le GBS étant un outil en constante évolution, le support technique permet d'informer également nos membres des développements et des mises à jour. Et donc, si vous voulez plus d'informations sur le club B4B+, n'hésitez pas à consulter le webinaire
dont vous avez le lien sur la vidéo, mais également le dernier webinaire qu'on a organisé en mars dernier sur la COP15 et dans lequel nous introduisions notamment les GT dédiés au crédit biodiversité. Et maintenant, il y a une petite question sur Menti. Donc, c'est pour connaître votre intérêt quant à une possible adhésion de votre entreprise, de votre institution financière, de votre société de conseil au club B4B+. Donc, la question est ouverte. Vous avez bien sûr le temps de répondre. En attendant, je vais poursuivre du coup sur les formations que nous proposons dans le cadre donc chez CDC Biodiversité. Alors, actuellement, nous proposons 5 grandes formations autour de la mesure d'empreinte biodiversité. Donc, la première est centrée sur les fondamentaux de la mesure d'empreinte. C'est un prérequis à toutes les autres formations que nous proposons. Et donc, nous proposons également plusieurs formations en lien avec le GBS, donc une formation de niveau 1 et de niveau 2, qui vise donc de niveau 1 qui vise à introduire le GBS et l'évaluation d'empreinte, et de niveau 2 qui cherche à maîtriser l'outil. Et depuis cette année, nous proposons 2 nouvelles formations, une qui est consacrée aux institutions financières, donc pour les aider à mieux connaître les risques spécifiques à la biodiversité, le cadre réglementaire et les initiatives du secteur, et une autre qui est dédiée à mettre à jour les compétences pour les assesseurs déjà formés niveau 2. Et donc, si vous souhaitez vous inscrire à ces différentes formations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui sera sur les slides dans le support qui vous sera fourni. Et donc, pour rentrer un peu plus dans le détail dans les différentes formations que nous fournissons, donc la première sur les fondamentaux de l'empreinte biodiversité. Donc, elle est ouverte à toute personne qui souhaite vraiment comprendre les enjeux et les concepts de la mesure d'empreinte. Donc, comprendre les enjeux et les causes de la perte de biodiversité, les cadres réglementaires, les principaux concepts et comment les entreprises peuvent fixer des objectifs et agir sur la perte de biodiversité. Donc, cette formation prend la forme d'un format mixte, donc à la fois d'une classe virtuelle à distance et une partie qui est donc de 1 à 2 heures sous forme d'atelier pratique, dont les prochaines sessions, vous avez les dates sur les slides, seront en septembre et en novembre 2023. Et elle est proposée au tarif de 500 € par personne. Donc, comme je vous le disais, nous consacrons 2 formations dédiées au GBS, donc une formation de niveau 1 qui se déroule sur une journée et coûte 2100 € par personne, avec les prochaines sessions qui auront lieu également du coup en novembre et en français et en septembre en anglais. Et une formation de niveau 2 qui requiert forcément la validation du niveau 1, ainsi que la signature d'une licence pour utiliser le GBS, et qui se déroule sur 2 journées, et donc est proposée au prix de 3500 € par personne, avec les prochaines dates que vous voyez également sur les slides et qui seront en novembre pour une session en France, pour 2 journées du coup en français, et en septembre pour plusieurs demi-journées en anglais. Il y a également du coup une nouvelle session qui sera une nouvelle formation qui sera lancée à l'automne 2023 pour mettre à jour les compétences des assesseurs déjà formés niveau 2 et qui va permettre du coup de maintenir et de mettre à jour leur niveau de connaissance de l'outil et du cadre réglementaire et international sur un écosystème en constante évolution. Et donc, elle est au prix de 500 € par personne et se déroulera du coup en septembre 2023 au travers d'une demi-journée. Et enfin, la dernière formation que nous proposons et que nous avons également lancée cette année est dédiée au secteur financier et aux institutions financières qui souhaiteraient donc se familiariser avec la mesure d'empreinte biodiversité, le contexte réglementaire, que ce soit la TNFD, l'article 29, la taxonomie européenne ou toute autre réglementation, le concept de double matérialité ou encore les outils qui existent pour ce secteur en particulier. Elle est proposée au tarif du coût de 2100 € par personne avec un format sur 2 demi-journées et les prochaines sessions qui sont également à l'automne, en octobre et en novembre. Et donc, on a également une petite session Menti sur les formations, et notamment pour connaître votre intérêt quant aux formations en lien avec le GBS et pour mieux comprendre les fondamentaux de l'empreinte biodiversité. Donc, savoir si vous serez intéressé, que ce soit par celles consacrées aux fondamentaux de l'empreinte biodiversité, aux formations GBS niveau 1, aux formations GBS niveau 2, ou aux formations qui visent à mettre à jour les compétences des personnes déjà formées niveau 2. Donc, vous avez quelques instants pour répondre. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, on va vous laisser répondre en laissant le Menti dans le fond. Et je vous propose de continuer. Donc, il y aura également une autre question Menti sur les formations liées pour les institutions financières. Donc,
je vous propose de passer à présent à l'étude de cas. Nous avons la chance d'avoir avec nous Elsa Baillet d'Andera Partners, avec qui on a travaillé du coup sur une mesure d'emprunt d'une participation en private equity. Et du coup, je vous laisse la parole, Elsa. Bonjour à tous, donc je suis Elsa Baillet, je suis chargée de mission RSE chez Andera Partners, qui est une société de gestion dans le private equity. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler de l'exercice qu'on a mené en collaboration avec plusieurs autres sociétés de gestion dans le cadre de la commission Sustainability de France Invest et avec CDC Biodiversité. Ouais, super. Sur les objectifs de l'étude, donc on s'est réunis donc avec plusieurs autres sociétés de gestion afin d'évaluer la faisabilité de la mesure d'empreinte biodiversité pour le secteur du private equity. Notre particularité dans notre secteur, c'est qu'on est des investisseurs dans des sociétés non cotées sur des marchés financiers de type PME, ETI, et on les accompagne très concrètement au quotidien dans leur développement. Et à ce titre, chez Andera notamment, ça fait quelques années qu'on travaille activement sur les sujets d'investissement durable et pour aider les sociétés dans lesquelles on investit dans leur transformation durable. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on connaît largement les sujets de climat et notamment de carbone, mais qu'on a décorrélé et laissé de côté pendant des années les sujets de biodiversité. Et donc, l'objectif de l'étude, c'était de réaliser des empreintes biodiversité en adaptant la méthodologie pour que cet exercice puisse être répliqué à de nombreuses sociétés, en restant actionnable et accessible à des sociétés de taille plutôt modeste. Sur les étapes, c'est les étapes classiques qu'on vous a présentées précédemment, avec une réunion de cadrage, la collecte des données par la société étudiée, la mesure d'empreinte et analyse des résultats par CDC, et ensuite une session de restitution pour présenter les grands résultats de l'étude. Parfait. Donc, sur le périmètre de la mesure d'empreinte, on a étudié une société qui était dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement son activité en photovoltaïque. Et on s'est concentré sur l'exploitation, sur les chantiers de mise en place des installations photovoltaïques. Donc, sur deux types de projets principaux, les centrales au sol et les projets en toiture, qui représentent en fait 82% de l'activité, en excluant du périmètre l'exploitation et les activités de maintenance et la partie serre agricole qui était une partie moins importante des projets. Sur donc toujours le périmètre, donc pour adapter la méthodologie aux réalités de nos sociétés, en fait, CDC s'est adapté aux données disponibles pour les sociétés en incluant tout l'amont de la chaîne de valeur avec les pressions spatiales liées à la production de matériaux et liées à la production de panneaux photovoltaïques, en prenant en compte les émissions également carbone de toute la chaîne de valeur et également dans le scope 1, les pressions spatiales liées à l'occupation des centrales. Donc ça, c'est spécifique pour les centrales au sol, puisque sinon, on a des projets en toiture, mais pour lesquels ce n'est pas applicable du coup. Et sur les données utilisées, donc en fait, l'idée, c'était de ne pas sursolliciter cette entreprise, la participation qu'on étudiait. La réalité, c'est que c'est des sociétés qui sont petites, qui n'ont pas forcément des ressources et des personnes dédiées à ce type d'exercice. Et donc, on a optimisé le flux de données en nous concentrant sur des données collectées, notamment au cours de leur évaluation de bilan carbone, qu'ils étaient justement en train de réaliser sur les deux types de projets qu'on a pu étudier. Et donc, on a collecté à la fois des données physiques de pression et des données financières pour essayer de couvrir le plus grand scope possible sans aller chercher des données impossibles à collecter pour la société. Et donc là, c'est des données physiques de type matériaux de construction avec poids d'acier, aluminium, béton-cuivre qui sont achetés par la société. On va aussi avoir du coup la surface des panneaux photovoltaïques qui sont installés. On va avoir des données de pression de type émissions de GES, scope 1, 2 et 3. Les surfaces occupées des centrales au sol, comme on le disait plus tôt, et les données financières, donc là plutôt chiffre d'affaires et les productions d'électricité.
Sur le retour d'expérience, donc ce qu'on voit concrètement à travers la mesure d'empreinte, c'est que les impacts se concentrent essentiellement le long de la chaîne de valeur, donc dans la construction des infrastructures de production. En fait, on se rend compte que là où on a de l'impact, c'est dans la production en elle-même des panneaux photovoltaïques et dans l'extraction et la production d'acier pour faire les structures de ces panneaux. Donc, c'est ça qui va concentrer la grande majorité de l'impact sur la biodiversité. Ça, c'est fondamental pour nous de le comprendre pour ensuite pouvoir justement en tirer des conclusions, prioriser sur les actions qu'on pourra mettre en place par la suite. On n'a pas étudié la phase d'exploitation des centrales parce que donc du coup, dans cette optique de réaliser une mesure d'empreinte adaptée, on a estimé que les impacts étaient plus faibles. Et également sur la fin de vie des produits, même si on sait qu'ils sont à 99% recyclés. Pour les enseignements sur les mesures d'empreinte pour le private equity, ce qu'on se rend compte, c'est que du coup, la mutualisation de la collecte des données pour les différents types de bilans qu'on peut faire, elle fonctionne bien. Alors, ça dépend aussi des secteurs qu'on étudie, mais sur le secteur des ENR et la société qu'on a étudiée, ça a bien fonctionné. Ça a permis d'alléger la charge de travail pour la société. Et on s'est également rendu compte, même si c'est quelque chose qu'on sait, mais on a un rôle fondamental d'initiation de projet et d'accompagnement pour ce type d'exercice, surtout sur un exercice de bilan et d'empreinte biodiversité. Je pense qu'on a pu avoir aussi ce rôle-là d'impulser ces mesures d'empreinte, notamment au niveau du carbone, qui aujourd'hui est un exercice plus connu et plus déjà adopté par les PME, ETI, sociétés, etc. Alors que la mesure d'empreinte biodiversité, elle est encore largement méconnue. Et donc, c'est à nous, en tant qu'investisseurs, d'initier et d'impulser ces types d'exercices et de mesures. Pour finir sur les apprentissages pour les sociétés de gestion, donc on s'est rendu compte que cette mission réalisée avec CDC, elle nous a montré que l'exercice était faisable et qu'on pouvait le répliquer à des secteurs multiples, puisqu'on n'a pas été la seule société de gestion à faire ce pilote. On était 4, avec 4 entreprises appartenant à des secteurs très différents. Et ce qu'on comprend, c'est que cette mesure d'empreinte, elle est très pertinente dans nos programmes d'accompagnement RSE de nos sociétés plus au global, et elle s'inscrit bien dans notre processus d'accompagnement, notamment en fait lorsqu'on fait déjà une analyse globale du portefeuille, notamment sur les impacts et dépendances un peu plus sectorielles ou par rapport aux localisations des sites. Ça nous permet de faire un premier screening pour se concentrer. Donc, c'est aussi un peu tout ce que nous disent les nouveaux cadres méthodologiques, etc., mais d'arriver à avoir une première vision pour prioriser ensuite. Et c'est là que la mesure d'empreinte peut être aussi intéressante, c'est de réaliser l'exercice avec des sociétés pour lesquelles les sujets semblent matériels et sur lesquels il y a un réel intérêt à créer un accompagnement avec les sociétés sur ces sujets-là. Et ensuite, elle permet vraiment de comprendre d'où viennent les impacts pour ensuite pouvoir déployer des plans d'action, soit approfondir la mesure là où on sait qu'il va y avoir potentiellement de l'impact ou là où on n'a pas vraiment pu analyser. Et puis ensuite, créer un plan d'action et accompagner concrètement les sociétés à mitiger ces impacts ou à mitiger les risques liés à d'éventuelles dépendances. Voilà. Merci beaucoup Elsa pour ce témoignage. Pour tous les participants, n'hésitez pas si vous avez des questions donc sur nos présentations ou pour Elsa concernant notre étude de cas. Là, on a quelques minutes pour répondre aux questions qui sont restantes. Du coup, je vais passer sur Mentimeter. Donc, certaines questions ont été répondues directement dans le chat. Donc, je vais cocher celles qui ont déjà été répondues. Donc, concernant notamment les inventaires terrain, sur la définition de la MSA
théorique, oui, il y avait des données d'inventaire terrain, mais pour une évaluation d'empreinte d'une entreprise, aujourd'hui, il n'y a pas besoin de ces données-là. Le lien sur SBTN et GBS, donc on y a répondu lors de la présentation de Gabriel. Et alors, ça, c'était une question, je pense, qui est partiellement répondue. Il y avait une question un peu similaire sur les actions de restauration. Donc, si une entreprise, on pense déjà à ses émissions, avec les plantations d'arbres, par exemple, est-ce que c'est pris en considération par le GBS? Donc, si vous avez des données précises sur, effectivement, le certifiant que le projet de restauration a également des co-bénéfices en termes de biodiversité, que cela a engendré une conversion des terres positive pour la nature et que l'action est bien implémentée, oui, on peut estimer un gain potentiel, mais il faudra bien prendre en compte, garder en tête les aspects de temporalité, puisque donc, au moment du projet, donc vraiment la première plantation, on ne peut pas dire que les gains de biodiversité sont effectivement effectués, puisqu'il faut des dizaines d'années pour qu'un écosystème, pour que la restauration d'un écosystème se mette en place. Alors, sur les MSA species, alors je pense qu'il devrait y avoir plus de détails dans les documentations de Globio. Nous, en tout cas, dans le cadre du GBS, on utilise plutôt la MSA théorique que vous mentionnez. Alors ça, donc on a répondu dans le chat. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple étape par étape du GBS d'une entreprise? Je pense que vous pouvez vous référer du coup au slide sur la partie d'évaluation d'empreinte biodiversité. Ah oui, et en fait, c'est une question peut-être plus sur le volet technique, comment on passe des données finances à la MSA. Par exemple, pour Danone, donc, si vous avez uniquement des données financières qui sont disponibles pour l'entreprise, ce qui se passe, c'est que du coup, avec le modèle Exiobase, on a des inventaires donc typiques, en fait, liés spécifiques à des activités, mais des moyennes sectorielles. Donc, on a la quantité d'eau, la quantité de commodités, de différents achats de matières premières agricoles nécessaires pour avoir 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour le secteur production de viande de vache, par exemple. Et ça, du coup, ces inventaires sont liés au Comotool, donc les outils que CDC Biodiversité a développés en reliant le modèle Globio, qui donne des indications sur les liens pression-impact et des quantités et des bases de données en fait sur les différentes activités mondiales, donc notamment des bases de données de FAO sur les productions des cultures végétales. Et donc, Gabriel vous a envoyé également dans le chat des liens sur nos documents de revue de l'outil. Là-dedans, vous pouvez trouver plus de réponses techniques sur comment sont construites ces méthodologies. Donc, sur les formations, je pense que la partie de Mathieu vous a répondu. Et sur les données, donc nous avons répondu dans le chat. Sur l'usage des sols également. Sur la BDT, Banque des territoires, donc Vincent vous a fourni des éléments de réponse dans le chat. Et oui, on peut évaluer du coup l'activité, l'empreinte biodiversité d'une entreprise basée en Angleterre, mais également à l'international. Donc, nous avons effectué, par exemple, une empreinte biodiversité pour Vattenfall, du coup, un énergéticien des pays nordiques. Et donc, l'évaluation dépend vraiment de la qualité des données que l'entreprise peut fournir. Très bien. Alors, on va vous laisser encore quelques minutes pour, si vous avez des questions, donc via Mentimeter. N'hésitez pas si vous aviez des questions pour Elsa également sur l'étude de cas que nous avons réalisée ensemble. Et en attendant, je vais vous présenter du coup
quelques éléments pour finir, pour la suite. Donc, vous aurez à disposition les slides, bien évidemment, après le webinaire. Donc, on va vous les envoyer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, pardon. Donc, vérifiez que vous êtes bien inscrit sur l'événement Eventbrite. Et également, nous allons mettre à disposition l'enregistrement du webinaire. Et n'hésitez pas à l'envoyer du coup à vos collègues ou aux collaborateurs qui n'auraient pas eu le temps d'assister aujourd'hui à cet événement. Donc, vous avez les liens des publications GBS que nous avons rédigées, qui donnent des éléments sur la méthodologie. Et nous sommes également en train de rédiger du coup l'update, la mise à jour avec nos derniers développements. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn, suivre notre site internet. Il y aura toutes les actualités liées à nos activités. Et il nous reste à vous remercier pour votre attention, pour votre participation, pour les questions. Voilà, n'hésitez pas à écrire à Arthur, Antoine et également à l'adresse gbs@cdcbiodiversité.fr si vous reste des questions. Et donc, nous repassons sur Mentimeter et je pense que sur la question l'impact de la distribution qui est faible, je pense que Gabriel vous a répondu ou est en train de vous répondre sur le chat. Et donc, oui, on peut avoir des résultats en intensité, impact par chiffre d'affaires. Est-ce que la méthodologie est proche de PEF? Donc, nous ne sommes pas officiellement une méthodologie d'ACV, même s'il y a des similitudes. Nous utilisons en partie des données PEF dans nos facteurs d'impact, donc liés aux produits transformés. Et donc, voilà ce qu'on peut dire sur les liens avec PEF. Donc ça, Gabriel vous a envoyé les liens concernant les documents méthodologiques sur les Como Tools. Et je pense que nous avons fait le tour des questions. Côté CDC Biodiversité, nous allons rester connectés encore 2 minutes si jamais vous avez des dernières questions sur Mentimeter. Et sinon, il nous reste à vous remercier pour votre participation et à vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt du coup sur nos différents réseaux, notamment LinkedIn et site internet. Merci beaucoup et bonne soirée.